Salut, ici Stéphane Moïsakis. Si vous aimez Capture Mag, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à vos applis de podcast préférés pour pouvoir nous suivre. Nous, ça nous aide énormément. Et si vous aimez vraiment Capture Mag, eh bien, il y a l'option Tipeee où vous pouvez nous aider financièrement, voilà. Et puis, si vous aimez pas Capture Mag, mais que vous faites quand même tout ça, on vous en sera éternellement reconnaissant. Merci. Copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: t'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Ça le temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les mois je retrouve ma bande de chroniqueurs et de chroniqueuses préférées et ensemble on fait le point sur l'actu ciné. Alors si vous n'aimez pas vous faire divulgacher, si vous n'aimez pas le spoil, un petit conseil, allez d'abord au cinéma et revenez nous écouter ensuite. Ici on rentre dans les films en détail histoire de pouvoir les analyser, donc voilà, vous êtes prévenus. Pour l'épisode du jour, j'ai le plaisir de retrouver Marie. Marie, welcome back, ça fait si longtemps. Marie Salut, salut là, Clémence, salut tout le monde, je suis très contente d'être de retour. C'est le retour de l'enfant prodige. Un grand retour en légende avec d'excellents films. N'est-ce pas? Tu étais revenu exprès pour cette programmation. Ah bah bien sûr, je pouvais pas rater le Mandalorian. Évidemment. On est aussi ravis de retrouver Vesper, toi aussi, ça fait un moment qu'on t'avait pas vu. C'est vrai, donc très contente d'être là avec mon fils. Salut, c'est incroyable. On est vraiment bien entourés aujourd'hui. Également avec nous, Julien. Oui, bon, moi je fais partie des meubles. Hein. Bah oui, mais on est toujours content que tu sois là. Je sais pas. Hein. Et puis Stéphane. Oui, moi je suis pas là souvent, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Ah, c'est vrai. C'est vrai, ça nous avait manqué un peu de te voir. Exactement. Derrière sa console, à la technique, on ne la présente plus, mais on la présente quand même, Jeanne. Je ne dirais pas tous tes surnoms. Donc, c'est incroyable. On est en nombre là, les meufs. On est 4. On est à ça de la non-mixité, hein, c'est fou. T'as vu fou. Et puis, ça ne change pas. On remercie Anthony Navarro pour le mixage et le montage et Latex pour l'habillage sonore. On dit aussi merci à tous nos soutiens. Ce nouvel épisode de Ça le temps pour un film vous est présenté avec le soutien d'Eurochannel, la chaîne qui vous propose le meilleur du cinéma européen en première exclusivité, disponible sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour plus d'informations, rendez-vous sur eurochannel.fr. Et puis merci aussi à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous soutiennent. C'est grâce à vous qu'on reste indépendant. C'est grâce à vous que Capture continue d'exister. Donc un immense merci. Et pour les personnes qui n'ont pas encore contribué, eh bien sachez que vous pouvez le faire. On est toujours preneurs, ça nous intéresse beaucoup. Vous pouvez souscrire à un don ponctuel ou un don récurrent sur une de nos plateformes partenaires, tipeee.com ou patreon.com. Cela vous ouvrira plusieurs droits, notamment un accès à notre Discord privé. Et attention, on est en train de vous préparer quelques petites surprises dans les mois qui viennent. J'en dirai pas plus. Et puis, vous aurez également accès à certaines de nos émissions en avant-première avant tout le monde. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, eh bien, n'hésitez plus. Rendez-vous sur tipeee.com ou patreon.com, mot-clé Capture Mag. On revient ce mois-ci pour la deuxième fois du mois, sur l'actu ciné de ces derniers jours, avec au programme le dernier film de Rodrigo Sorogoyen, L'être aimé. Olioni d'Esquil, l'adaptation animée du light novel du même nom, et le nouveau rejeton de la franchise Star Wars, Mandalorian et Grogu. Alors on commence avec L'être aimé, sorti en salle le 16 mai. Pas un mercredi, évidemment, puisque ce film est en compétition à Cannes cette année. Et donc, film réalisé par Rodrigo Sorogoyen, qu'on avait apprécié précédemment avec Asbestas, et puis un peu plus tôt, Madre, ou encore Que Dios nos perdone. Alors, imaginez, votre père se fait la malle quand vous êtes ado. Et votre père, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un réalisateur hyper connu pour son talent derrière la caméra, et aussi pour ses frasques et ses excès. Imaginez maintenant, des années plus tard, vous êtes actrice, enfin, vous essayez, hein, et ce père démissionnaire débarque et vous propose un rôle dans son nouveau film. Une offre
difficile à refuser, mais qui a de quoi raviver pas mal de daddy issues. Alors, ce film, écoute, Marie, ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas vu, c'est toi qui vas commencer. Hein. J'en étais sûre. Pas le choix. Non, mais ça me va très bien parce que c'est moi un film que j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'ici on aime quand même beaucoup Rodrigo Sorogoyen, donc le film je l'attendais. Je pense pas que c'est son meilleur parce qu'il a fait des choses que je préfère avant. Il s'éloigne un peu du genre, même s'il l'avait déjà fait avec Madré. Hein, mais voilà, moi j'ai 2 réserves sur le film que je vais évacuer tout de suite et peut-être que mes copains y reviendront après. Moi je trouve que le scénar est très attendu et que le film comporte peu de surprises, que c'est on voit à peu près où ça va aller, on n'est pas surpris là où on pouvait l'être dans ses films précédents, et je trouve qu'il y a quelques tics de mise en scène que j'aime pas trop. Ce changement en fait de format, de grain, de caméra, de couleur, de passage couleur au noir et blanc sur certains moments qui sont assez cruciaux pour les personnages et tout ça, je trouve que c'est un peu maniéré, un peu artificiel, que c'est un peu un tic que je trouve assez bizarre qu'il l'ait aujourd'hui dans sa carrière à ce moment-là. Après, lui, il en a parlé, il dit que voilà, c'est des moments où les personnages sont un peu à un moment crucial, où ils doivent un peu choisir s'ils doivent... quel personnage ils veulent incarner, est-ce qu'ils sont sincères, est-ce qu'ils revêtent un petit peu un masque ou quelque chose comme ça. Donc je comprends pourquoi, mais je trouve que ça apporte pas grand-chose. Mais passé ces 2 trucs, en fait, pendant le film, je me disais, voilà, je vois où ça va, mais j'adore la façon dont ça y va. En fait, moi, dès la première scène, dès l'ouverture, je savais pas grand-chose du film à part le pitch, quoi. Et dès l'ouverture, en fait, cette scène de dialogue... de retrouvailles entre un père et une fille qui dure 20 minutes. J'ai jamais vu en fait une scène de dialogue filmée comme ça. C'est pas un bête chant contre chant, c'est des plans très serrés. Il y a tout un gros travail sur le son. En fait, ils sont vraiment isolés. Ils sont dans un restaurant, on ne voit quasiment rien du restaurant. On entend les voix des serveurs, on entend parfois des bruits de couverts, des gens autour. On voit qu'il y a des gens qui passent et tout, mais on ne voit jamais personne. C'est vraiment tous les deux les retrouvailles qui sont scellées. Et je trouve hyper intéressant... la manière dont la direction d'acteur en fait qui est tout le long du film, hein, qui est incroyable, la façon dont il filme notamment Javier Bardem, je la trouve assez folle, quoi, comment il arrive à lui faire prendre littéralement toute la place à l'écran. C'est des très très gros plans, à chaque fois que l'un et l'autre est filmé, lui empiète toujours s'il y a un gros plan sur Victoria Luengo qui joue sa fille, lui il a toujours il représente toujours une ombre sur elle, en fait il lui mange toujours un peu le visage, un peu, et je trouve que c'est moi dès le début en fait je me suis dit bon tu m'as déjà dès le début du film, quoi. Je trouvais ça hyper intéressant, je trouve que c'est très très immersif. Il y a un moment où elle sort fumer une clope et en fait il se retourne, il attend, il se demande et en fait on est avec lui, on se demande vraiment si elle va revenir et tout. Moi je me disais est-ce qu'elle s'est barrée, est-ce que tu vois, je trouve que l'empathie elle fonctionne tout de suite autant avec lui qu'avec elle. La discussion elle est hyper intéressante parce que lui en fait il lui raconte, chacun raconte ses souvenirs et confronte ses souvenirs et en fait on sait pas si lui ou si elle ment, et on aurait tendance à croire plutôt la fille et un père qui soit ment, soit en tout cas se raconte une autre histoire, où il y a toute une discussion sur oui t'étais venu au ciné mais t'étais bourré, t'avais cassé la gueule à machin, et lui évidemment il nie, des histoires comme ça, plein de choses qui sont... qui confrontent en fait leurs souvenirs, et on comprend que tout au long de même si j'avais lu le pitch donc je savais qu'ils étaient père et fille, mais tout au long de la scène on comprend en fait qu'ils sont l'un pour l'autre, et surtout on comprend la nature de leur relation, qu'ils se sont pas vus depuis 13 ans et que il essaie un peu de recoller les morceaux et qu'elle est très méfiante, et aussi on a aussi beaucoup d'empathie pour elle parce qu'on voit les moments en fait où elle hésite, où elle répond, et en fait plusieurs fois dans le film ça revient, où elle revient vers lui en disant non en fait ce que tu l'as ça me va pas, moi je l'ai vécu comme ça s'est passé comme ça, et donc c'est toute une confrontation de points de vue, et en fait ça va être ça tout le film, où les deux personnages en fait je trouve hyper intéressant de leurs interactions, parce que c'est des personnages qui n'arrivent pas à se regarder, à se parler vraiment, et il y a tout un jeu de regard où ils vont être très différents quand ils sont ensemble et quand ils sont avec d'autres personnes, et ça on le voit à travers plein de scènes. Par exemple, à un moment elle appelle sa mère et elle lui dit oui c'est intéressant de le voir travailler, c'est intéressant de le voir interagir, parce qu'en fait elle découvre une autre personne qu'elle ne connaît littéralement pas ou plus, et lui c'est pareil. Il y a une scène dans l'hôtel où, la nuit, où les acteurs sont en train de discuter et lui il la regarde et on la voit avec lui comme elle n'a jamais été dans toutes les scènes, parce qu'avant on l'a vu que dans des scènes avec lui, et là elle est hyper animée, elle raconte plein de choses, elle fait rire tout le monde, alors qu'avec lui ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc en fait c'est des personnages qui portent des masques tout le temps et qui changent en fonction de avec qui ils sont et dans quel
dans quelles circonstances. Donc je trouvais que vraiment que c'était très bien écrit pour une histoire très classique, et il y a beaucoup de scènes en fait qui sont incroyables. Déjà, la plupart des scènes se passent toujours autour d'un repas, et toutes les scènes importantes, il y a leur retrouvaille, il y a la scène où elle le voit avec ses enfants au petit-déj à l'hôtel, où elle les espionne entre guillemets un petit peu, et où on voit que c'est un père et qui s'occupe des petits comme il ne sait pas, enfin de manière différente puisqu'il ne s'est pas occupé d'elle, mais que dès qu'il reçoit la musique de son film, là en fait il met ses écouteurs et les enfants ils les entendent plus et ils n'existent plus à nouveau. Là aussi il y a tout un travail sur le son. Donc il y a plein de scènes comme ça que je trouve passionnante, et jusqu'à cette scène qui est le point d'orgue du film, en fait cette scène de repas qu'il a est dans le film, qui vire vraiment à l'humiliation de certains. Le tournage de la scène, c'est le tournage de la scène de repas dans le film. Oui, c'est pas ce que j'ai dit. Non, tu disais que c'est oui, dans le film qui sont en train de tourner quoi. Et donc ça vire à l'humiliation de certains acteurs, à vraiment avec quelque chose d'hyper toxique, et de vraiment là on voit tout ce que le personnage avait peut-être réussi à cacher ou en tout cas à essayer de louvoyer autour de ça. Là, on voit vraiment qu'il humilie ses acteurs en disant tu manges pas, mange, et jusqu'à sa fille. Et il y a cette phrase où il lui dit mais en fait là t'es qui ? T'es ma fille ou t'es une actrice et t'es une professionnelle. Et en fait c'est un peu le cœur du film où pendant tout le film en fait c'est est-ce qu'on a une relation d'acteur à actrice ou est-ce qu'on a une relation de père et fille ? Et en fait cette scène elle est longue elle aussi, parce que toutes ces scènes elles sont très étirées dans le temps en fait, de la manière dont elles sont mises en scène, de la manière dont le son est très isolé. En fait il y a beaucoup de jeux sur le son, sur les écouteurs, sur le banc de montage, ou quand lui il est derrière son combo, il y a beaucoup de travail sur le son qui t'isole vraiment, et je trouve que, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment très 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 immersif. Et le film il est assez long, il fait 2h15 je crois, et moi je l'ai pas vu passer malgré ces scènes qui sont très étirées mais qui te font ressentir exactement ce qu'il voulait, lui et sa co-scénariste Isabelle Peña avec qui il travaille toujours. Je trouve qu'ils arrivent vraiment à te faire ressentir ce qu'il voulait que tu ressentes, et cette scène elle est hyper dure à voir, et pour autant dès qu'elle s'est finie je me suis dit waouh, j'ai envie de revoir le film et j'ai envie de revoir cette scène parce que je la trouve vraiment incroyable. Et dernière scène de repas, il y a aussi la petite scène où ils se croisent, où ils sont en train de manger une glace qui est aussi intéressante, mais la toute dernière scène c'est celle où ils partagent un sandwich que je trouve aussi assez intéressante, où ils se retrouvent un peu malgré eux, et tout ça est conclu par une scène sur le banc de montage où en fait lui est très ému face à la performance que livre sa fille, et qui offre une espèce de conclusion, voilà, en tout cas à son arc à lui, et là aussi qui est, je trouve, toujours immersive, et en fait vraiment ce film qui dure 2 heures, moi j'ai l'impression d'être avec les personnages, autant avec l'un qu'avec l'autre, qu'il n'arrive jamais à te donner le parti de l'un ou de l'autre. Alors évidemment, pendant la scène d'humiliation, tu recules un petit peu, mais qu'en fait il arrive toujours à te garder du côté de l'un, du côté de l'autre, et te faire ressentir ce qu'eux ressentent, et que les personnages sont jamais manichéens, que rien n'est jamais tout blanc ou tout noir, et que je trouve que l'équilibre, moi qui me plains toujours de l'écriture des personnages avec lesquels je suis jamais en empathie et qui m'intéressent pas, là pour une histoire aussi entre guillemets simple que des retrouvailles d'un père qui s'était éloigné, qui s'était pas occupé de sa fille, je trouve qu'il me garde vraiment tout le film, et qu'il arrive à m'intéresser, et vraiment, moi je suis sortie du film, j'avais envie de le revoir, et pourtant je trouve que c'est pas son meilleur. Merci Marie, je te rejoins sur ton analyse. Moi aussi j'avais envie de le revoir dès que je suis sortie. La trajectoire des personnages m'a pas paru aussi évidente que toi, parce que en fait pendant toute une partie du film, je me demandais est-ce que le personnage de lui, du réalisateur, est vraiment sincère. Est-ce qu'on n'est pas sur un film qui parle de manipulation, et du coup c'était toujours dans un coin de ma tête, et je me questionnais à chaque fois sur la sincérité de ses actes, de ses propos, etc. Et à la fin, j'ai ressenti vraiment un soulagement, en fait, cette scène où il partage un sandwich et où tu sens qu'il regrette réellement, et que ça met un point final finalement à toute cette tension que tu as ressentie tout au long du film. Elle entend enfin des excuses. Ça m'a bouleversée. Et maintenant, j'ai envie de le revoir en sachant ça, en n'ayant plus cette espèce d'inquiétude, et pour relire les personnages. Mais je trouve que l'inquiétude, elle fait partie du film aussi, tu vois, parce qu'en fait, l'inquiétude, elle te place de son côté à elle, du côté d'Emilia. Mais en fait, moi, je me suis vraiment, pour le coup, sur ces scènes-là, identifiée à elle, en me disant, est-ce qu'il se fout de moi et d'elle, ou pas, quoi. Et la scène du départ dont tu parlais,
Je trouve que l'intensité émotionnelle et la façon dont il joue avec la distance du cadre et qui fait que il se rapproche de plus en plus, et le moment où tu sens qu'elle a un mouvement de recul, la caméra recule aussi, c'est incroyable. Julien, est-ce que tu veux prendre la suite ? Si tu veux, Clémence. Non, je suis assez d'accord avec Marie. Je suis surtout d'accord. Alors, je suis pas sûr d'être d'accord en fait sur l'histoire et le choix du sujet, mais je vais y venir. Mais je suis d'accord, et je vais faire comme Marie, je vais me débarrasser du seul truc qui m'a un peu gêné, qui est effectivement ces changements de format qui... En fait, je comprends même pas qu'il fasse ça. Il est tellement puissant sur le reste, il arrive à être tellement évocateur sur le reste, tu comprends tellement toutes les couches, de quel point de vue t'es... je comprends pas qu'il ait cédé à ça en fait. Moi, ça m'a absolument rien apporté. Je veux pas non plus dire que c'est un énorme défaut, parce que franchement, ça m'a pas du tout gêné. Enfin, pas plus que ça en fait pendant le truc. C'est juste que je me suis dit, mais il veut aller où là-dessus ? Il va y avoir quelque chose qui va être payant et tout. Bon, en fait, il y a rien quoi. Et je me suis dit, c'est un peu dommage quoi que Sorogoyen il fasse ça. Après, moi, il y a un truc que j'adore chez ce réalisateur-là qui, à mes yeux, est en train de s'imposer comme un très grand actuel en activité. Ça, c'est indéniable. C'est que je trouve qu'il grandit de film en film, ce mec, quoi. C'est-à-dire que moi, je l'ai découvert avec Que Dios nos perdone, et j'avais beaucoup aimé Que Dios nos perdone, mais il y avait des petits trucs un peu plus de jeunesse, et notamment une figure sur laquelle dont il a beaucoup parlé, en fait, Sorogoyen, qui est le plan séquence. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve ensuite. Alors, évidemment, dans El Reno, c'était même constituant en fait vraiment du projet du film, il me semble quoi. Et puis dans Asbestas, c'est encore autre chose et tout. Et je trouve que dans Asbestas, qui est effectivement, moi c'est mon préféré, mais c'est très difficile par contre de les hiérarchiser, je trouve, les films, parce que c'est tellement différent, celui-là en particulier quoi. Mais et là en fait, ce qui est intéressant, c'est comment il aborde en fait le plan séquence. C'est-à-dire que je pense en fait que ce sont des plans séquences, sauf que ce ne sont pas des plans séquences. Je vais revenir sur la séquence d'ouverture dont a parlé Marie. Alors, sachant que moi, j'ai découvert le film complètement vierge, j'avais vu aucune bande-annonce, j'avais vu aucun pitch, parfait. J'adore quand je vais au cinéma comme ça, c'était trop bien. Donc je me suis tout pris dans la gueule en fait sur cette séquence-là. Et ce qui est intéressant pour les coulisses en fait de cette séquence-là, c'est que Sorogoyen, pour le coup, il l'a tourné comme un plan séquence. C'est-à-dire que c'est une scène qui a été tournée à 4 caméras en fait, 4 ou 5, je sais plus exactement. Voilà, et que ils avaient à peu près un canevas, les comédiens, avec quelques répliques, etc. Mais ils ont tourné en temps réel en fait. C'est-à-dire qu'ils ont mangé. On leur a apporté les plats, et surtout Sorogoyen a fait un truc que j'adore, et c'était au début en fait du tournage, hein. Je crois qu'il a réussi à tout tourner encore une fois par ordre chronologique. C'est un truc qu'il essaye de faire de plus en plus, et qu'il a réussi à faire d'ailleurs sur tous ces derniers, je crois. Et il a fait un truc que j'adore, c'est qu'en fait il a donné des infos aux deux comédiens, mais il leur a donné des infos parfois contradictoires, et notamment sur leurs souvenirs. Et il a aussi donné des indications en fait à la comédienne dont Javier Bardem n'était pas au courant, et notamment le moment où elle part. Et en fait, où Javier Bardem s'est vraiment demandé à un moment, est-ce que je reste dans le personnage ? Est-ce qu'il y a un problème ? Mais les autres, ils continuent à le filmer. Et tout ce moment en fait de trouble qu'il a réussi du coup à capter à Bardem, mais c'est incroyablement payant. Et même au début, pardon, juste pour revenir sur ça, parce qu'après tu vas passer à autre chose, mais même au début, l'attente, il l'a vraiment fait attendre 5 à 10 minutes pour qu'il ait vraiment... Et il dit, en fait, 10 minutes sur une scène, c'est quand même très long pour avoir vraiment des scènes où il s'agace lui-même de est-ce qu'elle va venir ou pas. C'est formidable, ça c'est vraiment des trucs permis par le numérique, hein. C'est vraiment génial quoi. Donc voilà, et pour moi en fait c'est comme ça aussi que j'ai abordé. C'est-à-dire que Sorogoyen il adore évidemment, parce que c'est une référence à laquelle on peut pas trop couper, mais il adore la séquence d'ouverture de Social Network. Mais au niveau de la conception et du coup du rendu au final, c'est très très différent. C'est-à-dire que ce serait intéressant d'ailleurs de faire une étude comparée en fait entre ces deux séquences là quoi. Il y a ça, et effectivement il y a la séquence de repas dont tu as déjà parlé Marie, qui est ça fait longtemps en fait, dans l'année, on a vu pas mal de bons films hein, déjà, je trouve moi, mais c'est sûr et certain que ce sera une des séquences les plus intenses que j'aurais vues cette année. Elle est incroyable cette scène, et je crois que pour le coup c'est une séquence qu'ils ont tournée sur 6 jours. Enfin c'est énorme, c'est comme une grosse scène d'action en fait, et tu le sens en fait. Il y a un épuisement de l'équipe et tout qui est vraiment formidable quoi. Voilà, et donc moi il y a un truc qui est marrant, c'est qu'effectivement c'est moins inscrit dans un genre en fait que c'est la plupart de ses précédents films.
Mais par contre, moi, j'ai vécu le film vraiment comme un thriller, quoi. Mais alors, vraiment, quoi. C'est-à-dire que ce changement de point de vue, à essayer d'enquêter, en fait, sur qui est l'autre, puisque c'est un grand film sur l'incapacité de communiquer après une fâcherie, ou en tout cas une discorde, ou un déchirement, en fait, qui date des années avec les choses qui pourrissent, etc., et tout comme ça. Et donc, sur l'incapacité, en fait, de communiquer, en fait, entre ces deux personnages. Et du coup, effectivement, t'es dans une espèce d'enquête permanente sur les deux personnages, tu essaies de saisir tous les petits trucs. Par exemple, moi, j'adore comment il présente l'alcoolisme à minima naissant, en fait, du personnage féminin. J'ai oublié son nom. Emilia, merci Marie. Heureusement qu'elle est revenue. Et donc voilà, j'adore en fait ça parce que c'est un truc vraiment, je trouve que tu perçois en fait, tu dis, il y a un truc qui est bizarre là, il y a un truc. Et pourtant, il appuie pas en fait sur le reste, quoi. Du coup, j'ai été sur une tension en fait permanente. Et alors moi, il y a un autre truc que j'ai adoré dans le film, c'est le côté film sur le cinéma. C'est-à-dire que je pense que il parle autant en fait de la relation entre ce père et sa fille que de la relation entre un cinéaste et potentiellement, là en l'occurrence, une actrice quasi débutante en fait qui choisirait et qui va cornaquer et qui va, alors que lui c'est un mec déjà très reconnu, etc. Et donc ce jeu de tension, de pouvoir en fait qu'ils ont l'un sur l'autre en fait potentiellement. Et je trouve c'est très casse-gueule, moi je trouve, de faire des films sur le cinéma. Et puis dans ce que j'ai vu dans le film sur le cinéma, c'est rare en fait de voir un truc dans lequel t'as l'impression de voir une réalité. Alors moi, je suis pas un gros connaisseur des plateaux, j'en ai fait que 2, quoi, vraiment. Mais il y a un truc, par exemple, dans les films de cinéma, par exemple, moi, La Nuit américaine de Truffaut. Alors tu peux accepter le film d'un point de vue purement théorique, dans une espèce de fantaisie, d'amour. Mais moi, je reconnais rien, en fait. Alors bon, c'est peut-être aussi parce que ça date, hein, mais je reconnais rien de ce que j'ai vécu, moi, sur les plateaux. Et c'est un lieu marrant, en fait, les plateaux, en tout cas, dramaturgiquement puissant, parce que c'est un lieu où t'as tout un tas de gens qui sont contraints de travailler dans la même direction, mais du coup, il faut qu'ils sachent communiquer les uns avec les autres. C'est ce que la scène de repas illustre parfaitement, quoi. Et là, à quel point ça peut être difficile. Où tu as l'impression que tout le monde, sur la fiction, ça sent vraiment, moi je trouve, tu as l'impression que tout le monde, quasiment tout le monde, est en train de jouer sa vie. C'est-à-dire que si tu plantes un truc et tout, t'as une tension la plupart du temps. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je les ai perçus. Alors que c'est quand même relativement futile. Je veux dire, ils sont pas en train de sauver des vies, ils sont pas, ils sont pas en neurochirurgie, tu vois, ils sont pas. Donc il y a tout un truc en fait de vacuité quelque part. Hein. Bon, je suis un peu méchant en disant ça, mais et de tension, de jeu de pouvoir, parce que c'est aussi des endroits qui sont très 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 hiérarchisés. Et je trouve en fait que Sorogoyen, il en parle, mais super bien en fait dans le film. Mais c'est super quoi. Moi, j'adore les relations qu'il a avec le personnage de Marina Foïs en fait, par exemple. Je trouve ça formidable. Et je trouve que autant j'avais des réserves sur elle dans Asbestas, autant là le côté un peu monocorde, taciturne en fait de cette comédienne et tout, là où t'as l'impression qu'elle fait tout le temps la gueule, quoi. Ça marche hyper bien en fait, parce que tout à coup c'est très marrant en fait. T'es aussi en train de décoder toujours ce personnage là en fait, parce que tu comprends très vite qu'elle a beaucoup de pouvoir et tout. J'adore en fait tout ce truc qu'il fait, quoi. Et donc voilà, quoi. Je suis un peu parti dans tous les sens, mais moi je suis comme vous, moi il y a vraiment des choses que t'as envie de creuser en fait quand tu vois ce film là, mais j'ai envie de dire comme tous les derniers Sorogoyen, quoi. Et je compléterai ce que tu dis sur le cinéma. C'est très vrai que je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre aussi un truc dans le rapport des générations. On a cette génération de jeunes professionnels du cinéma qui traînent tous avec Emilia. Et lui, il est un peu isolé. Il est un peu à la vieille. Ouais. Il est un peu à la vieille. S'il y a un conflit, on réagit en gueulant. C'est quoi. ça. Et ça, c'est génial aussi. C'est pareil, ouais. Je trouve que c'est hyper intelligent comme façon de montrer justement l'évolution qu'il peut y avoir de facto aujourd'hui dans la société. Et le fait que c'est pas anodin, tu vois, que après cette fameuse scène du repas, la directrice de la photographie se tire avec son équipe. Et qu'elle réagisse à ça, qu'elle dise non, moi je vais pas me laisser faire, je me casse. C'est surtout comment tu le vois venir en fait, ça moi que j'adore. C'est super en fait. C'est comme, je crois que c'est une meuf de la prod ou de la régie, je sais plus, qui se retrouve avec Emilia aussi un moment dans sa chambre. Et moi j'adore en fait ça, parce que tu sens en fait, moi il y a tout un truc où je me suis dit comment Emilia va s'intégrer face à ces gens, puisque elle est fille d'eux, on le sait, lui on sait quel est son pouvoir et tout. Et j'ai vu en fait comment ah bah non, mais c'est pas du tout ça. Donc moi, je m'attendais pas du tout à ça, par exemple. Tu vois, quand tu dis que le récit est attendu, moi là-dessus, alors, j'étais complètement surpris. Et je me suis dit, ah, mais c'est hyper logique, en fait, quoi. Et parce que effectivement, t'as raison, il y a aussi ce truc de conflit de génération, quoi. Et le fait qu'elle se retrouve avec cette nana, tu dis,
peut-être qu'elles sont ensemble. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai lu et tout là-dessus. C'est comme son alcoolisme, en fait. Mais en tout cas, il y a une accointance, en fait, entre les deux. J'ai adoré ça. Pardon, Clémence. Et puis, cette scène où, justement, ils sont tous ensemble dans la chambre d'une des personnes de la prod et lui n'est pas là. Et il parle à la fois de sa carrière, mais aussi de ses frasques. Et il y a un truc où elle est fille d'eux, mais en même temps, elle est pas... elle a son propre discours dessus. Je trouve qu'elle le joue de façon hyper intéressante. Bref, tout cet aspect-là aussi du film, je trouve, est passionnant. Vesper, tu prends la suite ? Allez, moi je n'avais vu que Asbestas de Sorogoyen, donc du coup c'est mon deuxième que j'avais vraiment adoré. Je me suis pris une grosse claque même pour le coup. Je ne connaissais que le pitch pour le coup avant de le voir. On va dire que le pitch m'intéressait moins. Dans le sens où on a eu Valeurs sentimentales l'année dernière, voilà, les daddy issues, c'est pas ça qui manque. Il paraît que c'est un peu. J'ai pas vu Valeurs sentimentales. Ouais, oui, c'est vraiment le père qui renoue avec sa fille. Mais c'est marrant parce que plein de gens ont fait le parallèle après, et moi, je n'y ai pas. J'ai vu les deux et je n'y ai pas pensé une seconde tellement les films sont différents pour le coup. C'était avant de voir le film, du coup, que voilà, je pensais à ça. Je me suis dit, bon, bah, le thème sur le papier m'emballe beaucoup moins que. Asbestas qui me dit que je n'ai pas envie de vivre là-bas. Des bons bouseux. Que d'incroyables anecdotes personnelles qu'on s'est partagées d'ailleurs. C'est vrai. Un jour, faudrait. Sur Asbestas. Je pense qu'il faudrait donner notre accès au tipeur, donner notre accès au WhatsApp. Et je ne vous ai pas tout dit. mais du coup, voilà. Donc sur le papier, j'étais quand même moins partante. Mais bon. J'avais confiance à la fois en réal et au moins en Javier Bardem que j'aime beaucoup. Et en vrai tout a été dit déjà par Marie, mais c'est vrai que par rapport par rapport à l'histoire à proprement parler, moi aussi je pensais vraiment quand au tout début la scène du repas, quand il lui dit elle lui demande du coup est-ce que le reste de l'équipe saura que je suis ta fille, je pensais vraiment que le nœud du tournage, ce qui allait vraiment poser problème, ça allait être en fait c'est Nepo Baby et qu'elle allait être mise à l'écart de tout le reste. Et je pensais que ça allait être vraiment super important. Et peut-être qu'on allait avoir comment dire, que le secret allait venir, peut-être que tout le monde n'était pas au courant. Enfin, en plus, comme elle utilise le nom de jeune fille de sa mère, donc on aurait pu croire qu'elle-même, elle essayait de le cacher, ou qu'il allait pas le dire à tout le monde. Enfin, donc je pensais plus à ça, et le fait que ça soit vraiment évacué, ça m'a soulagée, en me disant, bon, bah ok, là, ça propose quelque chose d'intéressant, et j'ai vu qu'il en parlait... il en parle en interview. C'est vrai que moi, ce qui m'a le plus intéressé, n'ayant pas de daddy issues, c'était plus le côté conflit générationnel et de voir effectivement un réalisateur à l'ancienne, mais dans le mauvais sens du terme, enfin dans le bon et le mauvais sens du terme, on va dire, et par rapport à cette scène, cette scène de tournage de repas qui est pour quelqu'un d'anxieux comme moi, j'ai ressenti chaque seconde comme si j'étais là avec eux. J'avais envie de me cacher dans mon fauteuil. C'est d'une intensité, mais folle à chaque fois que ça reprend. Mais mon cœur ratait un battement à chaque fois. C'est vraiment, effectivement, je trouve que comme toi, Julien, une des meilleures scènes de l'année pour l'instant. Et il y a ce moment en fait où Marina Foïs dit, tu sais, les temps ont changé. Et elle le dit pas forcément dans un sens vraiment positif, elle le dit juste comme ça. Les temps ont changé et je suis assez contente que ce soit dit, enfin que en fait lui est bien dit en interview, et quand on voit le reste du film, on comprend que lui pense que c'est une bonne chose, et de le voir présenté comme ça en fait, de dire bah voilà où on en est maintenant, tant mieux. et j'ai vu que lui-même disait oui bah ce serait peut-être pas forcément réaliste, peut-être que tous les DP seraient pas partis dans ce cas-là, mais je trouvais ça intéressant de montrer ce cas de figure où la personne s'en va et plante entre guillemets vraiment le tournage, et de voir ce qui se passe. Mais oui, je trouve que le duo d'acteurs marche vraiment très très bien. Je me demandais aussi vraiment si Javier Bardem était sincère ou pas pendant une bonne partie du film, parce que bon. Oui, par définition, j'étais du côté de la fille plutôt que de celui qui est parti acheter des cigarettes et qui n'est pas revenu, qui a refait sa vie avec des petits enfants blonds magnifiques et qui s'en fout un peu du reste. Mais ça marche vraiment bien, parce que c'est jusqu'au moment du tournage du repas, en fait, on te fait comprendre que sur ses précédents tournages, il y a eu des débordements, mais on les voit pas. Jusque-là, il est quand même assez chill. On dit ok, donc là c'est sa réputation, mais on voit rien. Et en même temps, la mère aussi, quand même, la met beaucoup en garde. C'est ça, exactement. Donc on se dit bon bah. Il y a quand même tout le truc avec le commentaire audio aussi. Oui, c'est vrai. Moi, je le trouve pas du tout chill de tout le film. Moi, je trouve que
il est oui, mais il est chill par rapport à la réputation qu'on fait de lui, mais... jusqu'au moment où ça vrille vraiment, tu vois. Après, pas chill comme toi et moi. Enfin, toi. Moi surtout. Moi. Enfin, toi, oui. Stéphane, il est chill. Surtout toi. Il va être très chill sur le Mandalorian. Surtout, il n'y a pas de problème. Mais je m'énerve jamais. Enfin voilà, on dépeint vraiment un portrait très noir de lui, et tant qu'on le voit pas shifter, j'avais du mal à me représenter le truc, et voilà, le moment où ça change vraiment, tu comprends tout, enfin tout prend sens. Donc pareil, bon, je suis pas extrêmement fan effectivement des petits noir et blanc et autres. Enfin, je trouve ça assez gadget, mais bon, à la rigueur, si ça lui fait plaisir, ça me dérange pas. C'est sympa de lui laisser. Il a beaucoup bossé, donc. Qu'il kiffe, c'est pas, ça m'a pas fait s'amuse lui aussi. Exactement, il a mérité, je crois. Donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, mais rien que de vous entendre en parler, j'ai envie de le revoir. Quand il s'est terminé, j'étais contente, mais enfin voilà, apaisée. Mais là, j'avais pas forcément envie d'y retourner tout de suite. Mais de là, ouais, d'en reparler et tout, ça m'a vraiment donné envie de le revoir. Donc ça apporte beaucoup plus que l'idée que j'aurais pu me faire du pitch en me disant bon, ça va être encore une histoire de bourgeois sur des films sur des films. En plus, récemment, on en a eu quand même plein. Voilà, c'est pas le délire auto-centré qu'on aurait pu avoir de la part au moins de quelqu'un d'autre. Donc assez chouette. J'étais vraiment contente. C'est très vrai ce que tu dis sur le côté on dévoile pas tout de suite la noirceur du personnage, enfin, on te le vend et en même temps on te le montre pas, et je trouve que ça laisse justement la place pour mouliner et se dire vraiment qu'est-ce qu'il cache. En fait, je trouve qu'on le voit sur plein de tout petits détails où tu sens qu'il est hyper dur sur certains trucs, qu'il est prêt à vriller, ou tu vois la façon dont il parle à certaines personnes sur le tournage et tout, avec des trucs très secs. Tu sais, en fait, c'est pas un mot vraiment plus haut que l'autre, mais tu vois dans le ton, dans le regard et comment les gens s'exécutent autour. C'est des micro-agressions. Ouais, et en fait, tu comprends que tout est comme ça et que le moindre grain de sable, en plus c'est dans le Sahara, mais le moindre grain de sable du truc, ça va déclencher une tempête en fait. Et en même temps, moi j'ai quand même de l'empathie pour lui. Il y a cette scène dont on n'a pas parlé, mais il faut que Steph parle, mais vite, je le dis très vite, quoi. Mais moi j'adore les scènes sur le balcon, par exemple. Je trouve les scènes où il voit sa fille de très loin, il essaye, et tu vois, c'est là où je comprends pas qu'il ait ces petites affaîtries en fait de mise en scène sur les changements de format, parce que ça, par exemple, cette scène-là, elle est limpide en fait pour moi, elle marche hyper bien, et c'est pour ça, c'est un vrai truc de mise en scène, quoi. C'est vraiment super, quoi, d'écriture et de mise en scène, ça va ensemble. Stéphane. Ouais, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Moi, je rejoins le cortège de louanges. Déjà sur Sorogoyen en soi, parce que pour moi, mon préféré personnellement, c'est Madré, que j'ai découvert assez tardivement et qui est pour moi assez, formidable. C'est pas tant en fait en fait ce que moi j'apprécie chez le gars, c'est qu'il fasse un film de genre, on va dire, pour mettre ça dans une catégorie, ou un drame. En fait, il le traitera de la même manière en termes de mise en scène, pas de la même manière en termes de mise en scène, mais en tout cas avec une logique de mise en scène égale, quoi. Ce qu'on voit là sur Les Trémés. Pour revenir en fait sur le relationnel entre les deux personnages, moi je sais que le truc qui m'a frappé, c'est à quel point en fait on parle d'un réalisateur qui a une aura mondiale. Donc en gros, pour avoir un point de référence, lui il cite Almodovar en disant c'est à quelqu'un à la Almodovar en parlant de Javier Bardem. Tu pourrais, je pense, rajouter Inarritu. Tu vois, des mecs comme ça en fait qui sont des mecs qui ont gagné des Oscars, à qui en fait plus personne ne dit non, qui font ce qu'ils veulent, et qui s'ils veulent engager sur apparemment un gros budget leur fille, même si en fait on le leur permet. Donc je pense qu'en fait ça définit quand même beaucoup le fonctionnement du personnage, et ça explique peut-être pourquoi justement il apparaît comme chill entre guillemets, tu vois, même si pour moi il l'est pas. C'est parce qu'en fait il a les pleins pouvoirs de toute façon. Et le truc, c'est que ce qui est frappant, je trouve, avec ce personnage là, c'est que toi tu trouves que c'est des excuses à la fin, mais pour moi il s'excuse pas. Pour moi il reconnaît. C'est le seul truc qu'il fait. Et en fait, le truc, c'est que il y a une grosse distinction là-dedans quand même, parce que en fait, je trouve, hein. Non, mais je le pointe parce que moi, je n'ai pas trouvé que c'était un happy end total. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis pas dit. Là où ça fonctionne, c'est que c'est sa force à elle, en fait, d'être capable de lui dire, de le regarder en face à face et de lui dire bon, maintenant stop. Il y a ça. Et il fallait qu'on passe par cette expérience commune, en fait, pour que ça arrive, quoi. Et d'ailleurs, moi, je pense que tout son relationnel avec le reste de l'équipe, c'est que elle se met, entre guillemets, elle se met pas, en fait, justement, au-dessus des autres.
Elle se met en fait dans un système social en fait où elle estime être une débutante, donc elle a pas à être au-dessus de parce qu'elle est la fille d'eux ou etc. Et ça, je pense que c'est un truc qui est assez vite évacué au début du film parce que c'est vraiment dans la conversation, c'est un des premiers trucs que comment dire qu'elle lui dit, mais comme ils l'ont dit, enfin voilà, est-ce que les gens le savent parce qu'elle ça la fait chier. Et en même temps, elle sait qu'elle peut pas passer à côté de cette opportunité. Et l'autre problématique, c'est que est-ce qu'elle va passer à côté de l'opportunité ou est-ce qu'elle va passer à côté de l'opportunité de parler avec son père et quelque part, en fait, finalement, de régler ses comptes ou en tout cas de renouer au mieux, quoi. Et bon, moi, je pense que la problématique générale, évidemment, elle explose, comment dire. Et c'est là où je trouve que le mec est brillant en drama parce que le truc, c'est que on a eu souvent des conversations ici dans Capture Mag sur certains films qu'on a traités sur l'intérêt de traiter de ce qui s'apparenterait à des drames ou pas. En fait, et est-ce qu'on est légitime pour parler de ces drames ou pas? On avait fait un épisode sur Nomadland avec Julien notamment, et on n'est pas tout à fait d'accord sur le raisonnement, voilà. Mais pour le coup, là, la question elle se pose pas parce qu'en fait, il y a un pur travail en fait de mise en scène autour de la construction en fait de la façon dont en fait tous ces personnages se parlent ou n'arrivent pas à se parler, ce qui est aussi ouvertement dit dans un dialogue au début. Hein. C'est-à-dire, il dit le film qu'on va faire dans le désert, c'est sur des gens qui sont incapables de communiquer, qui portent des masques. Donc tu dis ok, on va en fait, en gros, t'as dévoilé la thématique du film, elle est mise en place quoi. Et faut toujours, c'est ce genre de trucs en fait d'écriture qui sont à la fois, il faut y prêter attention et en même temps, les bons réalisateurs, c'est ceux qui arrivent plus ou moins à te le glisser comme ça, l'air de rien quoi. T'as le même truc dans la pièce de l'importance d'être constant dans Spider-Man 2 où tu te dis bon mais en fait c'est la thématique du film, c'est ce genre de logique quoi. Et en fait, ce qui est formidable, alors vous appelez ça des affréteries, moi je pense que je suis encore dans le questionnement du sens de ces effectivement emplois de changement de format, de couleur, de trucs comme ça, parce que je sais pas exactement effectivement ce qu'il a voulu dire. Je pense que c'est le genre de truc aussi qui peut-être se définissent à l'aune d'une carrière, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment peut-être dans la carrière on verra ce que ça veut dire. En fait, comme le plan séquence, on voit ce que ça veut dire aussi dans la façon dont il l'a utilisé plusieurs fois. Donc voilà, mais toujours est-il que pour moi par exemple ça ne m'a pas une seconde sorti du film. Mais jamais. C'est-à-dire que la scène du tournage du repas, là où je la trouve ultra puissante, c'est que tu sais que ça va riper, mais en fait, justement, lui, il ne veut pas, mais il n'attend qu'une raison pour que ça ripe. C'est-à-dire qu'en fait, le moment où ça commence, c'est déjà la scène d'avant, où il est en train d'essayer de faire le padré, quoi, et qu'en fait, il est en train de lui dire, tu sais, il faudrait que tu fasses attention à ton alcoolisme et tout. Alors, elle a, tu vois, elle prend le sermon d'un mec qui a pas été là la moitié de sa vie, quoi, enfin, même les 3/4 de sa vie. Et, en gros, pour moi, le truc, il y a 2 trucs qui sont hyper payants dans cette séquence. C'est effectivement, elle sort, et elle revient, elle lui dit non, mais ça me va pas, en fait. Tu vois? Ça, je trouve ça hyper payant pour le personnage féminin, pour le personnage de la fille. Et ce qui est hyper payant pour toi en tant que spectateur, c'est la réaction du père. Tu vois, qui rejette le truc et qui ferme la porte. Allez, salut, à demain. Tu vois, genre, tu m'as pas comprise. Tu vois. Et t'as envie de dire, mais t'as pas gagné le droit, en fait. Et le film, il le dit clairement, t'as pas gagné le droit, en fait, d'être compris. Parce que à ce moment-là, voilà. Et du coup, c'est pour ça que ça pète le lendemain. C'est qu'en fait, il s'attaque à tout le monde pour des raisons qui, de l'extérieur, peuvent te paraître absurdes. Tu vois. Mais en fait, ne sont qu'une attaque, comment dire, oui, il a pas en digéré. biais, en fait, en attendant que sa fille, en fait, se déclare. Et même alors si c'est inconscient, tu vois. Et alors qu'elle c'est la seule qui rigole pas. Exactement. Elle est irréprochable. Et elle est à côté des enfants. La présence des gamins acteurs, c'est super, quelle idée incroyable. Et quoi. c'est la seule qui sait, en fait, ce dont son père est capable. C'est surtout ça, le truc. C'est-à-dire qu'en fait, les autres, même si c'est un génie, même si je sais pas quoi, enfin peu importe et tout, enfin même si le monde entier le considère comme un génie, elle sait qui c'est fondamentalement. Et je pense que c'est ça qui crée une énorme tension en fait dans la séquence et qui est effectivement, enfin une des séquences de l'année quoi. Mais pour moi c'est la grande force en fait, d'un réalisateur. C'est-à-dire on a tous des problèmes familiaux, on a tous des problématiques familiales, on en parle tous avec nos amis, avec nos psys, avec qui on veut, etc. Et souvent en fait quand on fait ça, bah c'est toujours très difficile d'arriver à faire comprendre exactement le nœud du problème aux autres. C'est-à-dire essayer de le pointer du doigt, à dire voilà, mais tu comprends, il a fait ça. Tu comprends, il s'est comporté comme ça. Ouais, mais alors on va te répondre oui, mais peut-être que si tu le prends par ce biais. Ce qui est pas forcément, en fait, tu peux entendre le raisonnement des gens et tout, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que déjà, le premier point, c'est que c'est difficile à exprimer.
que t'es un réalisateur de cinéma qui arrive à mettre le doigt là-dessus, en termes de mise en scène, en termes d'écriture, en termes de direction d'acteurs, parce que les deux acteurs, ils sont monstrueux. C'est-à-dire, Bardem, on sait qu'il peut être monstrueux. On sait qu'il peut être génial quand il fait pas F1 ou ce genre de conneries, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, on sait qu'il peut être vraiment. Non, mais quand là, tu sens que c'est des trucs qu'il fait pour le chèque. Tu vois, c'est pas, il fait le beau gosse, il fait le mannequin. Non, mais il fait le mannequin et tout, tu vois. Enfin, je veux dire, mais pas. Enfin, je veux dire, si c'est pour faire l'être aimé à côté, il y a pas de problème, super, tu vois. C'est la logique commerciale du cinéma. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas là-dessus qu'il brille. Il est là et c'est à la limite son sex appeal ou j'en sais rien, peu importe, enfin, son charisme, tu vois. Là, il est fort, quoi. Il est très fort. La fille, celle qui joue sa fille, le rôle d'Emilia, apparemment c'est une actrice qui est déjà dans Tis Disturbios, la série que j'ai pas vue de Sorogoyen, cette série télé. Elle est incroyable pour tenir tête en fait à un monstre comme ça. Enfin, il faut arriver à le faire, quoi. Et je pense que tout converge en fait dans cette direction, tout est mis en place pour converger dans cette direction, ce qui fait que à la fin, en fait, plus encore que l'intérêt que tu peux porter aux éventuels enjeux, c'est vraiment la façon de ressentir tous ces enjeux-là, en fait, qui est le plus important. Et pour moi, c'est ce qui est censé être un drame, en fait, tout bêtement. Et ce que 95% des films français ne sont pas, généralement, en fait, parce que, c'est filmé un peu de loin, on pose là, la technique, ça s'apprend en 5 minutes, voilà, enfin, on s'en fout, quoi, tu vois. Donc, le truc, c'est que c'est incroyable d'avoir un gars qui est capable, en fait, de démontrer que ce soit, que t'as pas besoin de faire 15 explosions, 3 vaisseaux spatiaux, etc., pour faire de la mise en scène, tu vois, et que, voilà, enfin, le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est, comme disait Marie au début, t'es immergé, en fait, dans l'histoire de deux inconnus dont tu pourrais totalement te foutre, et en fait, être totalement happé par leurs problématiques, et même, en fait, être en empathie totale, y compris avec un mec qui est finalement, comment dire, t'as envie de lui dire, putain, mais descends un peu de ton nuage, là. Déjà, ces films, en vrai, ils ont pas l'air géniaux. c'est quand même, je sais pas si c'est fait exprès, mais quand tu regardes quand tu fais le commentaire audio du film des années 90, tu te dis, wow, tu vois, ça a l'air un peu... Il y a débat dans l'équipe, d'ailleurs. Quand ils sont dans la chambre et qu'ils discutent, ils disent, ouais, son premier, c'est son meilleur, et puis après, voilà. Ouais. Et quand tu vois les extraits qui tournent, c'est hyper plan-plan. Enfin, ça a l'air quand même assez, voilà, tu vois. Donc, mais je me demande en fait si Sorogoyen, qui est quand même voilà, se dit pas en fait à partir du moment où si je montre ça, je peux pas appliquer ma mise en scène à ça, tu vois, puisque c'est pas mon film techniquement, tu vois, c'est le film de mon personnage. Donc peut-être il se pose ces questions sous cet angle-là, mais c'est vrai que quand tu regardes ça, moi je le prends pas comme une comment dire, une façon de dénigrer le personnage. Hein. Je le prends juste en fait comme pour le service de sa propre histoire, il a pas besoin en fait d'appliquer ça dans son propre film, de montrer que c'est un grand réalisateur, quoi. Ce qui est important, c'est un mec qui a les pleins pouvoirs, il est hors sol, il croit qu'en fait il va claquer des doigts, sa fille elle va revenir. Sa fille elle est pas exemple de défaut, hein. Quand elle se pointe avec les gamins, tu vois, elle est pas géniale, tu vois. Enfin voilà, elle pourrait, mais en fait encore une fois, dans toutes ces problématiques-là, c'est des choses que tu comprends. Donc c'est ça qui est très très fort pour moi. C'est vraiment en fait que la mise en scène, que la façon dont les personnages sont abordés, que la façon dont ils rentrent dans une séquence, ils ressortent dans une séquence, etc., c'est ce qui fait que, tu vois, en fait, t'es complètement en empathie et tu comprends, en fait, ce qui se passe, en fait. Quels sont les enjeux importants, alors qu'en fait, finalement, c'est juste l'histoire entre un père et un fils, comme il y en a des millions, quoi. Et en même temps que vous parliez, j'ai pris conscience d'un truc, la scène après, juste après la scène du repas, la façon dont justement les personnages entrent dedans, je pense que c'est fait exprès pour nous faire croire qu'elle va partir, parce qu'on la voit elle dans la chambre avec une de ses collègues qui est en train de faire une valise, et tu te demandes qui part. Et moi je me dis, en fait ça y est, elle a lâché l'affaire et elle décide de se casser. Et je trouve que c'est hyper malin, parce que en fait pendant tout un moment tu te dis mais elle s'en va là, ça y est, c'est bon, c'est fini, la relation ne va pas être réparée. Et en fin de compte, en plus, il arrive, il toque à la porte, c'est pas la bonne chambre. Et il faut c'est un vrai thriller, quoi. Ouais, et il faut qu'il aille dans la chambre d'à côté pour que tu comprennes, en fait, ah non, c'est juste l'équipe technique qui s'en va. Et là où c'est un grand aussi réel, c'est que vous parliez de la scène finale, enfin de leur conversation là dans la tente, mais pour moi, c'est comme la scène du balcon, en fait. C'est que moi, j'adore le fait qu'ils sont tous les deux isolés dans cette petite tente, en fait, qui est assez tranquille, mais dehors, c'est une tempête. J'adore, en fait, parce que c'est pareil, en fait, ça te dit tellement, en fait, sur ce qu'ils sont en train de vivre, et tout à coup ils ont trouvé ce tout petit espace, en fait, dans les tourments, en fait, de leurs émotions, en fait, pour communiquer. Non, mais c'est un grand réalisateur, hein. Vraiment, c'est vrai que c'est un des mecs et là tu vois que le fait qu'il est Bardem et tout ça, je pense son budget il explose.
tu vois. Et tu vois t'as l'impression qu'il y a plus de moyens. Alors, ou alors le mec est devenu encore plus fort qu'avant et tout, mais voilà, non, c'est balèze. Et ben en tout cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, vraiment, il n'y a pas d'excuse. Le dernier film de Rodrigo Sorogoyen, L'être aimé, est sorti en salle le 16 mai. Le film suivant dont on parle, c'est All You Need Is Kill, qui sort le 20 mai en salle, réalisé par Kenichiro Akimoto, c'est son tout premier. Alors je le disais en intro, All You Need Is Kill, c'est une adaptation, celle d'un roman japonais signé Hiroshi Sakurazaka lui-même adapté en manga et en film live action. Une petite sortie confidentielle, The Edge of Tomorrow. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, le film avec Tom Cruise et Emily Blunt. Ici, donc, retour à une version dessinée. L'histoire commence pile un an après l'arrivée sur Terre d'une gigantesque fleur extraterrestre. Une fleur... C'est cool, non ? Bon, pas tant que ça. La fleur en question fait jaillir une végétation monstrueuse qui attaque les humains. Rita, une jeune soldate, se fait tuer et se réveille comme si rien ne s'était passé. C'est le jour de la marmotte. Enfin non, pardon, c'est une boucle temporelle et elle va devoir trouver comment en sortir. Julien, est-ce que tu veux nous parler de All You Need Is Kill ? Si tu veux, moi je vais essayer de faire vite. Il y a un coréal, je crois. Parce que coréal, le coréal, moi j'avais vu ces deux précédents et j'avais beaucoup aimé Les Enfants de la Mer et j'avais beaucoup moins aimé le film suivant qui était sorti aussi en salle en France qui s'appelait De l'autre côté du monde, je crois, quelque chose comme ça. Une histoire avec un gamin et un robot dans un univers steampunk et tout, qui avait, je trouve, à peu près les mêmes problèmes que je décèle dans You Need Is Kill, c'est-à-dire que il y avait une DA, tu te disais pendant les 5 premières minutes c'est très beau et puis au bout d'un moment tu te dis moi je m'en fous un peu et il y a un peu ça en fait dans You Need Is Kill, c'est-à-dire que, en plus le problème c'est que on a déjà vu donc l'histoire adaptée par Doug Liman. Alors c'est un film qui a des problèmes, le film de Doug Liman, on sait que c'est un film qui avait eu des gros soucis d'écriture notamment et ça se sent vachement dans le film, notamment dans le dernier acte et tout, qui est moi je trouve complètement foireux, mais sinon je trouve que le film est pas désagréable du tout en fait, le film de Doug Liman, c'est assez réjouissant même sur plein de trucs. Donc déjà tu l'as déjà vu adapté ce truc là et là en fait ils ont choisi d'adopter en gros le personnage que jouait Emily Blunt en fait dans le film de Doug Liman, c'est-à-dire l'autre personnage et donc c'est le personnage du mec en fait qui s'invite en gros dans sa boucle temporelle à elle quoi. Et en gros le problème c'est que moi j'en ai rien à foutre en fait, je vois ça et en fait c'est très pernicieux cette typologie de récit là, parce que s'il n'y a pas un enjeu puissant en général lié avec le personnage principal avec qui tu traverses ces boucles temporelles à travers lui en fait tu expérimentes ce qu'il est en train d'expérimenter, ton point de vue quoi en gros sur la narration, et si tu sens pas en fait une vraie évolution là-dedans et que toi t'es pas impliqué là-dedans, très vite c'est répétitif quoi, littéralement quoi. Et là moi c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai eu aucune implication sur les personnages, j'ai eu aucune implication sur elle. Alors après je vais terminer quand même sur les points positifs, c'est que dans l'équipe en fait c'est une équipe très très talentueuse et visuellement moi par contre c'est super agréable, la DA elle est géniale et je me suis surtout, parce que bon j'ai eu le temps de réfléchir, mais je me suis dit il y a un truc quand même qui est dingue, c'est que je trouve qu'au niveau de la DA, les blockbusters américains, ça fait partie des innombrables problèmes du cinéma américain, mais ils sont complètement en panne, en fait. Ils se ressemblent tous, en fait, ces films. Et notamment quand ils font du futur, en fait, t'as l'impression que tous les designers et tout, ils ont les mêmes référents, ils vont chercher les mêmes trucs, t'as l'impression que c'est complètement interchangeable. Et c'est hyper agréable, malgré toutes les réserves que je viens de formuler, de voir un futur qui est pertinent. Moi j'y crois à son exosquelette et tout complètement quoi, et qui est graphiquement inédit. Et il y a plein de trucs, du coup c'est ça qui m'a sorti moi de ma torpeur en fait dans le film, c'est que c'est très bien animé aussi par ailleurs, c'est plutôt très bien découpé aussi dans les séquences d'action quoi. Mais bon, comme quoi tu tiens pas un film là-dessus quoi. Et la DA, moi je la trouve super, et en particulier donc la DA futuriste et la DA des aliens aussi, c'est pareil. Il y a une idée que j'adore, c'est que quand ils coupent les troncs en fait de ces espèces de monstres plantes, je sais pas trop comment formuler ça autrement quoi, mais il y a plein de couleurs un peu pastel et tout à l'intérieur, c'est hyper culotté. Ça moi enfin en tout cas chez moi, je sais
pas ce que les autres en auront pensé, mais si je l'achète tout de suite, en fait, ça, je me dis, ah ouais, putain, ça marche comme ça. Mais je me pose même pas la question, quoi que ce soit. Et ça, c'est la puissance aussi de cette DA. Mine de rien, quand bien même moi je trouve que le film est complètement anecdotique et je suis déjà en train de l'oublier, je le sens déjà, quoi. Et il y a mine de rien, en fait, c'est pas si fréquent que ça, en fait, que tu vois une direction artistique aussi forte et aussi puissante. C'est pas rien. Mais bon, après, ça fait pas un film, quoi. Merci Julien. C'est Yukinori Nakamura, le second réel. Voilà, et juste oui, c'est ce que je voulais dire du coup sur lui, c'est que je me dis quand il a pas un sujet, ce mec-là, et dans Les Enfants de la Mer, il avait un sujet, il avait une adaptation, etc., qui était très forte. C'est pas ouf. Eh ben, Marie, est-ce que tu veux prendre la suite ? J'ai très peu de choses à dire sur ce film, surtout que Julien a dit à peu près ce que je pense. Moi, je savais pas du tout de quoi ça parlait et tout quand j'ai lancé le film. Et effectivement, je fais, ça ressemble un petit peu à Edge of Tomorrow, non ? Et puis, effectivement, j'avais fait mes petites recherches Google et en 30 secondes, je fais, ah oui, d'accord. Donc, voilà, très peu de surprises. Et, mais voilà, moi, visuellement, c'est le seul truc qui m'a tenu un peu en haleine. Mais j'étais en même temps un poil frustrée parce que je me dis que voilà, visuellement, c'est très beau, très étonnant, très coloré, ça part dans des trucs un peu abstraits, psychédéliques et tout, que je trouve assez osé et tout, et que j'ai trouvé intéressant. Mais j'avais quand même une frustration en me disant, c'est... déjà sur les personnages qui sont très archétypaux et on n'a pas grand chose qui nous attache à eux, et sur le fait que l'univers au final tu le vois pas tant parce que t'es tout de suite précipité dans la boucle. En fait la première mort et la première boucle elle arrive très très vite dans le film, et en fait il y a 2-3 phrases, tu sais, du genre oui nous on bosse là bénévolement machin. En fait moi j'aurais voulu en savoir un petit peu plus, et on en apprend pas du tout plus dans la boucle, parce qu'elle aurait pu rencontrer d'autres gens, aller à d'autres endroits, enfin avoir des chemins un peu différents plutôt que juste aller essayer de tuer les monstres et au final après rencontrer le deuxième personnage. Et j'ai trouvé ça un peu frustrant parce que je me dis là il y a, même si j'ai vu l'adaptation de Doug Liman, mais je me dis là il y avait un univers qu'ils auraient pu se réapproprier et ils auraient pu creuser sans nous faire quelque chose de très long dessus. Mais le film est assez court mais très répétitif, et je me suis dit en fait ce temps aurait pu être utilisé à meilleur escient pour nous faire découvrir un peu plus de cet univers et de cette micro-société qui est autour de cette fleur dont j'ai oublié le nom là, de Darol. Et du coup, ouais, ça m'a un peu frustrée parce que je me suis dit, bon, bah là, en fait, je prends un truc très superficiel, joli, mais très superficiel. Et comme dit Julien, moi, le film, je l'ai vu il y a à peu près une semaine, et en fait, j'en ai des souvenirs colorés. Et je sais que dans 1 mois ou 2, je l'aurais complètement oublié. J'aurais quelques images en tête, mais j'aurais plus les personnages, j'aurais plus rien. Et ça me frustre un peu parce que je me dis, avec un tout petit peu plus de corps à l'histoire et aux personnages et à l'univers, ça aurait été quelque chose de très réussi et une variation sur le même thème qui aurait été très intéressante, quoi. Donc voilà, frustration. Mais pour le coup, je trouve ça très très beau et ça m'a tenu, mais vraiment très mi-figue mi-raisin, comme dit Yannick. Mais c'est vrai qu'on essaye de te faire découvrir un petit peu le lore autour à travers le journal télé qu'on te montre à chaque fois au début de la boucle, mais ça reste très 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 court, quoi. La fenêtre sur l'univers elle est minuscule en fait, alors qu'il y avait moyen d'en montrer plus. Ouais. Ne serait-ce qu'en apprendre plus sur l'arrivée de cette plante 1 an plus tôt. Alors oui, ok, on sait que c'était il y a 1 an, mais finalement c'est quand même pas un petit événement. Et Vesper. Bah en vrai tout pareil, hein. Comme vous, pour le coup, ça. Moi j'avais bien aimé aussi Edge of Tomorrow. Enfin voilà, c'était. Moi dès que ça bourrine, qu'il y a un peu de SF et tout, ça me parle direct. Et pareil, je trouve que l'animation, c'est vrai. C'est super. c'est ce qui m'anime. C'est pour ça que t'es là. Hein. Bah, évidemment. Et c'est vrai que je me suis surprise à décrocher à un moment dans le film. Je me dis mais je devrais pas, là il y a une action par nanoseconde, c'est giga animé, c'est comme quand on t'agite les clés d'une voiture, tu vois, devant le visage. Je devrais pas décrocher. T'es un chat, en fait, oui. Je suis peut-être un chat, qui sait. Je dors beaucoup. Mais je me suis dit, je devrais pas décrocher, je devrais être vraiment absolument focus sur ce genre de film. Il se passe plein de choses. J'aime beaucoup aussi la DA, j'aime beaucoup Cara Design. Enfin, il y a des choses vraiment vraiment intéressantes. Je me dis pourquoi je décroche alors que il y a pas de raison. Et c'est vrai que c'est le côté paradoxalement répétitif qui fait que il y a une espèce de ventre mou, je trouve, au training montage. Qui ne veut rien dire en soi, parce que tu ne devrais pas. C'est même l'inverse d'un training montage. Mais ouais, qui fait que après j'étais plus impliquée. Et la fin, enfin voilà, c'est vraiment
je pleure pour rien et je me sens impliquée pour plein de choses très facilement. Et là, j'étais déjà sortie du film et oui, moi je l'ai vu dimanche et je l'ai déjà oublié en fait. Et ça me fait de la peine parce que pour le coup, encore une fois, j'ai pas de grand chose à lui reprocher en soi et voilà, et l'univers je l'aime bien mais voilà, j'ai déjà oublié, donc je sais pas, c'est un peu triste. Mais... Moi, je te rejoins sur cette question de ventre mou, et je trouve que le film a un vrai problème d'écriture dans le rythme, parce qu'en fait, toute la fin, elle est expédiée à une vitesse. Tu passes beaucoup trop de temps à les voir s'entraîner, à les voir gagner en puissance, etc. Et finalement, le moment où ils vont au labo, où ils ont des infos en plus, ça dure un quart d'heure. Ça y est, c'est fini. Hyper vite. Ouais. Et ensuite, c'est fini, ils montent à la plante et voilà. Et t'aurais beaucoup plus eu intérêt à faire durer cette partie-là. Avec ce personnage très bizarre, là, comme si t'avais la scientifique. Très bizarre, quoi. Et c'est dommage parce que si ça avait été mieux équilibré, je pense que tu ne serais pas endormi comme ça. Oui. Enfin, non, mais j'étais fatiguée. Je me suis pas endormie. Mais tu n'aurais pas décroché. Mais voilà, décroché. Mais c'est vrai que la scène, la scène du gamin à la fin, tout ça n'a plus d'intérêt, mais c'est ça, le sacrifice n'a pas la portée qu'elle est censée avoir dans le récit. Et en fait, entre le sacrifice et la fin, on va dire, du reboot, tu sais au bout de 10 secondes après qu'en fait il est pas mort et le film est fini, quoi, générique. Et t'as oui, ça perd tout son impact. Vraiment, j'ai fait ah ouais, c'est fini comme ça. Ouais, voilà, c'est F1, voilà. Ouais. Ah ok, bon bah. Salut. Studio 4 Degrés C, ils ont sorti un film dernièrement qui s'appelle Ciao, là, qui est en salle, je crois, encore en France. Et sorti, je crois, il sort. Où il sort bientôt, peut-être, je sais plus, mais qui pour le coup est sympa. Voilà, c'est pas ouf, mais c'est sympa, quoi. C'est rigolo. Et c'est pas celui qu'on traite. Mais on fait pas celui-là. Voilà, mais je le signale. Quand il sort, ça, c'est de la faute à qui, ça encore. On se demande qui a fait la programmation. Ouais, on se demande. Il y a un truc qui m'interpelle quand même, c'est que personne n'a mis le doigt, peut-être que tu vas le dire, toi, Steph, mais sur le fait qu'il y a un problème dans leur boucle temporelle quand même, parce que ok, qu'ils apprennent des choses d'un matin sur l'autre et que leur mémoire se souvienne de... Fine. Mais je suis désolée, à un moment, tu peux coder à la vitesse de la lumière. Oui, il recode de fou. Oui. Il y a un moment où tu peux pas aussi upgrader ton équipement en repartant de zéro à chaque fois et en allant 12 fois plus vite. Et ça, pour moi, c'est le genre de détail qui n'en est pas un et qui me sort complètement aussi de la promesse. Stéphane. Ouais. En fait, c'est marrant parce que justement pour expliquer pourquoi peut-être on l'a mis dans la programmation, c'est que je me suis dit j'ai pas lu la nouvelle originale, j'ai pas lu le manga, mais en gros ça se voit en fait quand tu vois Edge of Tomorrow que c'est pas fidèle. C'est assez évident quand même, tu vois. Même thématiquement, en fait, la façon dont la gestion de la boucle temporelle et à quoi elle sert pour le personnage principal. Si vous êtes tous en train de défendre un peu ce film, mais quand même pas terrible comme film, faut être honnête, tu vois, je suis désolé de vous le dire, tu vois. non mais blague à part, je sais parce que c'est un film assez populaire, c'est pour ça que j'aime bien faire mettre les pieds dans le plat, mais le truc c'est que pour moi, il y a une gestion de la boucle temporelle en fait qui est au service de Tom Cruise, c'est-à-dire en gros et la façon dont le mec va masteriser en fait si tu veux et devenir l'être suprême et ce que tu veux. Tu vois, donc le truc, mais oui, mais c'est quand même un peu chiant parce que moi je l'aime bien en soi, Tom Cruise, je trouve que c'est plutôt un bon comédien, je trouve que c'est plutôt il est mieux quand il joue les connards. Mais peut-être est-ce sa vraie nature, je n'en sais rien, tu vois. Mais le truc en tout cas, c'est que donc voilà, mais là t'as quand même un espèce de côté genre je masterise la mort, tu vois. Et le truc c'est que je pense que c'est l'inverse en fait si tu pars du récit original qui est Un jour sans fin, on va dire si tu veux sur ce sujet-là, c'est exactement l'inverse d'Un jour sans fin dans la thématique. Du coup, je me disais tiens, en adaptant ça en film d'animation, en revenant à la source, en revenant à la culture en fait d'où ça vient au Japon, tout ça, etc. Peut-être qu'on va avoir le droit justement à ce qui manquait dans le film de Tom Cruise, quoi. Et moi je l'ai vu, alors vous l'avez vu en lien, parce que c'est vrai qu'on a raté les projets de presse, et du coup on l'a vu en lien, moi je l'ai vu en salle hier soir, puisqu'on enregistre un peu juste après la sortie là. Et c'est exactement pareil que vous. C'est-à-dire que le problème, c'est que même en le voyant en salle... Mais où il va en venir, la chute est très légère, Steph. Et moi, j'ai trouvé ça super. Tu fais monter le truc, je dis, mais qu'est-ce qu'il va nous révéler? C'est exactement la même chose, c'est que tu décroches aussi. Et c'est là où je veux en venir, c'est que tu t'as beau le voir sur grand écran avec tout le truc que ça peut te foutre dans la gueule, comme disait Julien. Tu vois, le studio 4 degrés Celsius, c'est quand même des cadors, quoi, tu vois. Donc c'est des mecs qui ont un style
style d'animation très reconnaissable, qui est très beau, tu vois. Bon, un peu maintenant, pas daté, j'ai envie de dire, parce que c'est pas vrai, mais qui existe quand même depuis un certain moment dans le temps, tu vois. Identifié. Voilà, identifié, merci Julien. Et le truc, si tu veux, c'est que moi, c'est le premier truc que je me suis dit, bah voilà, une adaptation par ces gars-là, moi je veux voir ça, quoi. En fait, tu vois, ça m'intéresse. Et le problème, c'est que je suis sorti en me disant, mais en fait, j'ai l'impression que c'est 13 ans après, comment dire, c'est sorti direct ou DVD qu'on avait le droit à une époque, si tu veux, qui accompagnait les films où les mecs se disaient putain, il nous faut notre manga animé, il nous faut notre film d'animation en fait obligatoire, tu vois, quand t'avais Riddick, t'avais Dark Fury à côté, t'avais ce genre de trucs, etc., tu vois, les trucs en fait, ce qui servait de market autour de la sortie, sauf que là, ça arrive 13 ans après. Donc voilà, t'as vraiment l'impression que c'est une commande. C'est ça que je veux dire. Et pour moi, c'est hyper problématique parce que, par exemple, dans la gestion de la mise en scène, la temporalité, c'est quand même un truc inhérent au cinéma, c'est inhérent à la mise en scène. Hein, je veux dire, les ellipses, les choses comme ça, ça fait partie de la temporalité. Le temps est une donnée, en fait, même si elle est en retrait, hyper importante au cinéma. Et j'ai même envie de dire qu'elle définit assez bien les bons et les mauvais réalisateurs. Mais le truc, c'est que là, t'as l'impression que justement, en fait, avec une boucle temporelle, tu peux en jouer encore plus, tu peux encore plus marquer certains éléments et le pointer du doigt. Et là, t'as l'impression que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que moi, les persos, à part qu'ils sont un petit peu déprimés quand ils se réveillent, ils font « Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Merde. Ah putain, mais là, il s'est passé ça, a fait chier. » Et qui notent, en fait, que ça fait 92 jours que ça se répète. T'as l'impression qu'en fait, ce qu'ils sont en train de traverser, ça leur glisse dessus, quoi. Et du coup, c'est quand même hyper problématique pour te faire rentrer dans le récit. Ce qui fait que, en fait, tu perds au bout d'un moment, en fait, même les données essentielles pour avancer. Tu te dis, ah oui, ils sont là maintenant, c'est bon, tu vois. Enfin, voilà, ok. Ce qui fait qu'on en arrive, effectivement, comme ce que mes compars ont dit, à complètement décrocher et plus avoir grand intérêt devant ce qu'on te raconte, malgré, effectivement, quelque chose d'assez plaisamment fait et assez proprement fait, assez joli. Je vais juste dire un dernier truc par rapport à ça. Le seul truc qui m'a un petit peu réveillé moi, c'est j'aime bien en fait dans les films d'animation quand tu te retrouves avec une séquence qui est juste une séquence que tu peux pas faire autrement. Même s'il l'avait fait en image de synthèse, cette séquence, je pense qu'elle aurait pas aussi bien fonctionné parce qu'en fait, je pense qu'elle joue avec des notions de crayonnage, d'animation, de choses comme ça. Et c'est en fait l'emprise du personnage ce jeune otaku, le mec qui la suit, quoi, qui d'un seul coup en fait a conscience, prend conscience, il se laisse déborder par le truc et il prend conscience il se fait assimiler, quoi. Voilà, il se fait assimiler et t'as un espèce de truc sur son costume où il est crayonné en fait et brouillonné comme ça, et c'est un peu comme j'aime pas trop les films animés de Spider-Man, mais c'est pareil que la scène finale du premier. C'est-à-dire qu'en fait tu vois bien que c'est une scène, en fait il y a que dans l'animation que tu peux faire une séquence comme ça, en fait, parce que ça joue avec tout ce genre de logique. Et quand les mecs font ça, j'ai tendance à leur donner un petit peu de crédit parce que je me dis ouais, c'est cool. Vous êtes vraiment dans vous utilisez vraiment les outils que vous avez à votre disposition pour raconter votre récit, quoi, et lui donner un petit peu de corps et tout, quoi. Donc ça fonctionne un peu. C'est un des rares moments. Il y a le design, je suis d'accord avec Julien, le design des plantes qui est super et tout ça, etc., qui est pour le coup vraiment complètement différent du Tom Cruise où c'est vraiment un design des créatures, c'est plus générique, tu meurs, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai je parle un peu du Tom Cruise, etc., parce que je pense que c'est le point de référence des spectateurs occidentaux, français en tout cas, pour rentrer dans ce film-là. Et je pense même que c'est la raison pour laquelle, en gros, ce film existe, au lieu des Disquilles, hein. C'est pour dire, bon, bah là, cette fois, on fait vraiment la vraie adaptation, tu vois, etc. Mais c'est vraiment un coup manqué, en fait. Je trouve que ça ressemble vraiment trop à une commande un peu faite, tu vois, par consciencieusement, mais pour le coup sans grand investissement, j'ai envie de dire d'âme, tu vois, pour que ça justifie effectivement, voilà. Mais je pensais à la bande-annonce, à tout ça. Je trouve que la proposition d'avoir non pas un mais deux personnages dans une même boucle temporelle, parce que c'est intéressant. Palm Springs. Moi, exactement. En fait, c'est là-dessus que je voulais conclure. Ça m'a donné envie de revoir Palm Springs. Palm Springs, on avait fait un épisode dessus. On a fait un épisode avec Marie, t'étais là, je crois. Je suis très contente de t'avoir conseillé ce film parce que t'en parles des adaptations. Pour moi, c'est peut-être presque un des meilleurs films des années 2000. C'est-à-dire vraiment de 2020, pardon. C'est-à-dire que c'est vraiment depuis que à chaque fois que je le revois, je me dis putain, mais en fait, il est encore mieux que la fois d'avant. Ah ouais. C'est vraiment. Voilà. Et c'est la seule suggestion que t'avais pris de moi, mais c'est une très bonne suggestion. Ouais, j'ai dû en prendre d'autres quand même. Et on a fait un épisode dessus, donc si vous voulez aller l'écouter, allez regarder dans nos archives. Et Stéphane avait fait une interview du réal dans un des. Alors je sais plus dans lequel. Dans le gros là. Dans le gros. Voilà, toujours en vente, hein. Voilà. Allez-y.
N'hésitez pas, Petit voilà, coup je le mets à regarder. d'autopromo. Tiens, voilà. Non, parce qu'on va pas vendre que du Disney non plus, du Star Wars là. Et puis donc All You Need Is Kill, si vous voulez vous faire votre propre avis malgré tout ça, il est sorti en salle ce 20 mai. Autre sortie en salle le 20 mai, c'est un peu la raison pour laquelle on fait cette émission aujourd'hui, c'est The Mandalorian. J'aime bien comment tu présentes ça à chaque fois, genre c'est pas la raison en fait, c'est le film que tout le monde va aller voir cette semaine, c'est surtout ça. Oui, c'est le film que tout le monde va voir cette semaine. Mais Mandalorian et Grogu, réalisé par Jon Favreau, qui a réalisé également la série Mandalorian. On a même fait une série, nous, de Wheel of Series à l'époque dessus. C'était le premier épisode de Wheel of Series. Vous pouvez aussi l'écouter sur notre site, dans nos archives. Et puis Jon Favreau, il a aussi réalisé Iron Man 2, les versions live-action du Livre de la Jungle et du Roi Lion. Donc, 3 ans après la fin de la série Le Mandalorian, Din Djarin, de son petit nom, est de retour, cette fois sur grand écran. Mais on se calme, les enfants. C'est Vesper, elle est dissipée. C'est gros, Et elle nous dissipe avec son fils. C'est moi qu'on accuse, très bien. Ceux qui nous écoutent en podcast ne comprennent rien. Ils sont dissipés. Mettez la aujourd'hui. vidéo. Donc, 3 ans après la fin de la série Le Mandalorian, Din Djarin, de son petit nom, est de retour, cette fois au grand écran. Sur grand écran, bon, il n'avait pas totalement disparu de la circulation. En vrai, le chasseur de primes avait fait des apparitions dans les séries plus récentes de la franchise Star Wars, le livre de Boba Fett et Ahsoka, je vais y arriver. Il revient donc pour un nouveau contrat pour le compte de la Nouvelle République et évidemment, le mercenaire n'est pas seul à ses côtés, toujours aussi vert et mignon, avec ses grands yeux globuleux, le petit Grogu. Alors, Vesper, toi qui es absolument fan de Star Wars, c'est faux. Tu as. Qu'est-ce que c'est que ce tatouage Qu'est-ce que c'est que ce tatouage sur ton Tu bras là as un tatouage, on va le dire pour ceux qui écoutent le podcast, tu as un tatouage du Millennium Falcon sur le bras. C'est vrai, j'avoue tout. Et un bébé Yoda sur les jeux. Tu as aimé la série Mandalorian et tu as littéralement un petit Grogu sur les genoux. C'était quoi tes attentes sur le passage de la série au grand écran ? Mon fils, Grogu. Alors, pour le coup, je minore déjà pour Mandalorian. J'avais adoré la saison 1. La saison 2, j'avais moins aimé. La saison 3, c'était vraiment très compliqué. Donc, il y avait déjà un début de dégringolade, on va dire, au sein même. Et le livre de Boba Fett, en plus. Oh là tu peux là, rajouter non, ça en mais plus. quel enfer. Ouais, mais ça, ils l'ont fait exprès. Ils l'ont filé à Rodriguez. Bah, Ouais, oui, donc, c'est du sabotage. Pour ceux qui connaissent pas, dans le livre de Boba Fett, c'est censé être sur Boba Fett, sauf qu'à moitié de la saison, en fait, t'as Mandalorian qui revient parce Il que la se série... fait hijack. Ouais, c'est hyper Oui, c'est ça, embarrassant. parce qu'on voulait faire un petit récap vite fait quand même des séries Parce que live toi, tu Star suis. Wars. Parce que toi, tu suis. Bah oui. Ça fait quand même 7 ans, il n'y a pas eu de film depuis 7 ans. Exactement. Et ça fait 7 ans qu'il n'y a que des séries télé, on a l'impression qu'il y en a tout le temps. Bah, il y a eu En fait, j'ai recompté du coup, il y a eu 7 séries live, parce qu'il y a aussi beaucoup de séries animées. Donc, il y a eu donc 3 saisons de Mandalorian. Il y a eu le livre de Boba Fett. Donc, dans les 2 spin-offs de Mandalorian, il y avait Boba Fett et Ahsoka. Donc, les deux qui avaient été ajoutés dans la saison 2 de Mandalorian. Il y a eu la série dérivée sur Obi-Wan. Il y a eu Andor, qui est évidemment celle qui ressort le plus de toutes. Il y a eu The Acolyte. Et il y a eu Skeleton Crew avec Jude Law aussi l'an dernier. Et je sais plus, j'ai pas compté si ça faisait 7. Mais bon, voilà. Donc il y a eu quand même, il y a eu quand même beaucoup de séries qui sont sorties. Et oui, Mandalorian, en fait, c'était ça le pire, c'est qu'on a eu 2 saisons. La saison 2 se terminait par un cliffhanger incroyable, et en fait il y a eu plus de... Mais problématique à mon sens. Mais oui, bon, évidemment. À mon sens, c'est vraiment un gros souci. Et en fait, là, il y a eu plus d'avancées narratives dans le relationnel entre le Mando et Grogu dans les 3 épisodes du livre de Boba Fett que personne n'a vu, que dans le reste de la série, en fait. Donc déjà là, en fait, de base, en fait, quand on a annoncé, malgré mon côté donc grosse Yankee de Star Wars, que j'assume parce que je ne serais pas venu avec mon petit Grogu dans cette émission. Ton t-shirt. Et mon t-shirt. Et ton t-shirt qui Revenge. Acheté à la Star Wars Célébration. Voilà. Qui est une référence directe à BioShock Infinite. Soyons clairs, tu vois, ce n'est pas comment dire. Bien sûr, évidemment. Soyons encore plus spécifiques. Comme chacun sait. Donc oui, voilà, j'assume mon côté Yankee Star Wars, mais évidemment, l'annonce d'un film Mandalorian et Grogu m'a fait lever les yeux au ciel, parce que qui a besoin de ça ? En fait, je trouvais que le côté sériel, justement, allait très bien
au personnage de Mandalorian. Et encore une fois, surtout dans la première saison, avant que ça parte trop en sucette, il avait vraiment ce côté, bah oui, le petit western sympa avec ton épisode chaque semaine, parce que Disney Plus diffuse encore pour le coup, pour Mandalorian, un épisode par semaine, c'est pas des batchs à binger, on va dire. Et là, ça marchait bien. Pour moi, c'était plus le petit RPG, c'est-à-dire il a sa quête, sa petite aventure de la semaine avec Grogu, on le voit, il interagit avec les autres PNJ, et voilà, l'histoire avance. Mais au ciné, c'est un peu dur. En plus, le truc, c'est que donc on parle donc la série de Jon Favreau qu'on ne présente plus, qui fait à la fois des deux côtés, donc qui côté Disney est plus connu pour à la fois Iron Man et les films live action. Il y avait le livre de la jungle. Techniquement, les deux Iron Man ne sont pas chez Disney à la base. Les deux premiers, c'était des films Paramount avant qu'ils se fassent racheter. Mais dans le giron du MCU. Oui. Voilà, CND en France d'ailleurs. Voilà. Mais là en fait évidemment maintenant c'est Dave Filoni aussi qui chapeaute tout ça, et Dave Filoni c'est le créateur de Clone Wars et de la série Star Wars Rebels, et on voit aussi qu'il a voulu aussi ajouter ses persos dans Mandalorian. Enfin c'est tout un bazar, et en fait je pense que c'est bien ça le problème, c'est que ce qui marchait dans Mandalorian au début c'était la simplicité. On rajoute un nouveau perso. Enfin, je continue de penser que au moins le duo Mandalorian-Grogu et le thème de Ludwig Göransson, c'est une des meilleures choses qui soit arrivée de l'ère Disney, de Star Wars. Qu'après ce soit malheureusement parti en sucette, c'est encore autre chose. Mais je trouve que ça fait encore la force de l'œuvre. Mais au ciné, en fait, ça ne marche pas. J'ai vraiment l'impression... Enfin, je m'attendais en fait à voir un long épisode de la série, ce qui était le cas. J'ai quand même voulu me préparer avant le film, j'ai tout revu. Donc je me suis quand même bien déter. J'ai tout revu en 1 jour et demi. Ça c'est de la dedication. Voilà. Et effectivement, il y a eu donc plus d'avancées narratives dans les 3 épisodes de Boba Fett que dans les 3 saisons de Mandalorian et dans le film. Parce qu'on peut rajouter ça aussi, parce que je me suis dit, au moins l'intérêt du film... Ça, c'est Rodriguez ? Pardon ? Et ça, c'est Rodriguez dans Boba Fett, il a tout fait, non ? Ouais, c'est Boba Fett, oui. Rodriguez donc les avancées dont tu parles, c'est Rodriguez. Pour moi, c'est pas tellement Rodriguez, là. Il a pas tout réalisé, il réalise la moitié, je crois. De toute façon, à chaque fois, il réalise pas tout. Souvent, il y a le showrunner, mais il se dispatche. Même pour le coup, pour Mandalorian, il y a vraiment beaucoup de réalisateurs différents. Enfin, c'était ça aussi la force. Je trouvais, au moins, ne serait-ce que de la première saison, c'est qu'il y avait plein de réalisateurs différents, et ils apportaient quand même à chaque fois un petit truc à chaque épisode. Il y avait notamment Bryce Dallas Howard qui avait fait des épisodes qui étaient assez appréciés. Deborah Chow qui ensuite a fait la série Obi-Wan. Bref. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que les avancées, tu disais qu'il n'y avait pas d'avancées. Voilà, donc, et je me suis dit, au moins, l'intérêt d'un film, on va peut-être en apprendre plus sur le passé de Grogu. Il faut qu'il y ait un intérêt à raconter cette histoire au cinéma et pas dans une saison 4 sur Disney+. Donc, j'avais quand même pas d'attente parce que je savais que, c'était une manière de faire facilement de l'argent. Guess what ? Ça ne va pas être le cas. Vu déjà les premiers retours. Mais voilà, à défaut d'avoir de l'attente sur le film en tant que film, j'espérais au moins qu'il y en ait un peu, concernant ces personnages. Et j'étais plus curieuse de me dire, ok, donc là c'est un film. Enfin, en fait, on a beaucoup reproché au dernier film Marvel de raccrocher un peu aux branches et on demande aux spectateurs d'avoir vu justement les séries Disney+ pour comprendre ce qui s'est passé quand ils réintroduisent des persos. Pour suivre ce qui se passe. Ne t'inquiète pas, le prochain, apparemment, ils ont re-shooté des scènes pour les mettre dans Avengers Endgame, comme ça, en fait, t'as juste besoin d'avoir vu les nouvelles scènes d'Avengers Endgame. Ouais. Mais voilà, là, pour comprendre ce qui se passe dans Doctor Strange 2, faut pas avoir vu que Doctor Strange 1, fallait avoir vu WandaVision. Et là, et même quand tu l'as vu, tu comprends pas. Donc, quand même, si. Ça va. C'est pas le pire. C'est dire qu'il y a pire. Et là, je me suis dit, ok, comment ils vont faire ? Donc, il faut attirer les fans de Star Wars, attirer les fans des films Star Wars, attirer les fans de Star Wars tout court qui consomment un peu de tout. il faut attirer les gens qui n'ont vu que Mandalorian. Enfin, dans tous les cas, c'était assez compliqué, mais je me suis dit, au moins, comment ils vont s'arranger ? Et ils se sont arrangés en ne racontant rien. Et du coup, forcément, ça m'a un peu... j'allais dire...
pour être déçu, il fallait avoir des attentes. Je n'en avais pas, mais quand même. Mais quand même, t'es déçu. T'avais pas d'attente, mais t'es déçu quand même. Je suis quand même un petit peu déçu. On avait déjà vu le début lors d'un événement au Grand Rex, donc bon voilà, je savais déjà que ça allait pas être très beau ni très bien réalisé, mais j'attendais quand même de voir la suite. Et en vrai, pour le coup, je suis une Grogu stan jusqu'au bout, et pour moi les scènes de Grogu marchent très très bien. Enfin voilà, pour parler de ce que j'ai vraiment aimé pour le coup, et après de parler du reste, mais pour moi toutes les scènes avec les marionnettes marchent très très bien. Il y a à la fois Grogu et les petits Aslan, donc c'est les petits aliens petits aliens mécanos dont on avait vu l'incroyable Babu Frick dans Star Wars 9, rappelle-toi Stéphane, ton personnage préféré. Je me rappelle que de Claude. Moi je me rappelle de Claude dans Star Wars 9, c'est le seul truc, il a 40 secondes à l'écran. Toi, il est comme ça, il a l'air tout ahuri, et ça m'a presque fait me dire, au moins, ils ont trouvé un moyen de remplacer. Les porgs, toi t'as pas Non, c'est quand même la grande trahison absolue de Akbar. Voilà, l'amiral Akbar. C'est la mort de l'amiral Akbar qui est complètement sacrifié là, tu vois. Et au moins, tu vois, Claude, pendant 40 secondes, il porte le flambeau. Voilà. Mais c'est tout, quoi. Tu vois. Mais voilà. Personne ne se rappelle qui c'est Claude, mais moi je me rappelle. Surtout moi, c'était Babu Frick qui me faisait rire. Donc là, de les voir, donc je trouve que les scènes là marchent super bien, et je peux au moins remercier le film. Il y a vraiment toute une séquence où il n'y a que Grogu qui marche pour moi très bien. Mais ça aurait fait pour moi le meilleur épisode de la saison 4. Pas un film. En fait, c'est ça. Ça ressemble à ça d'ailleurs. C'est ça qui me pose problème. Voilà, c'est qu'en fait, on dirait juste des épisodes qui ont été collés les uns après les autres d'une saison 4 qui en plus peut-être arrivera plus tard, mais qui là s'est transformé en film. Et du coup, c'est assez compliqué. Alors oui, moi j'aime bien le chaos, donc tu me dis Jeremy Allen White va faire un hut musclé. Bodybuilder. Mais déjà, le hut musclé, Le hut à abdos, moi je trouve que le concept est incroyable. Je veux bien. Moi je suis ok pour tout. Pas moi, tout à fait bien exécuté. Hein, et en fait, c'est horrible. Mais c'est horrible. C'est pas horrible marrant. C'est dommage parce que tu vois, sur ce truc-là, moi je me suis dit à un moment, ils vont faire un truc de catcheur. Ouais, un vrai machin de catcheur. Parce qu'il l'écrase. Voilà, se renseigner sur comment ça marche, etc. Mais ça marche pas du tout, c'est clair. Il a pas de jambes. Mais oui, non, mais il écrase ses adversaires. Il a skippé son leg day. Et en fait, j'avais l'impression que c'était plus. Même si c'est Favreau qui réalise, on sait que Filoni n'est pas très loin. De toute façon, c'est lui qui a co-écrit, ils ont écrit à 3. Et que c'est Dave Filoni qui a juste voulu se faire un kiff en rajoutant 2 des persos qu'il aime le plus. Donc il y a Zeb, le pilote, qui est donc un des héros de la série animée Star Wars Rebels. Donc c'est d'ailleurs le même acteur qui fait la voix dans le film. Et donc le fameux Rota qui est normalement dans le film Clone Wars, qui est le pilote de la série Clone Wars. C'est une catastrophe, moi je trouve ce film. Qui est petit. Le film est horrible. Horrible, c'est horrible. Moi j'aime beaucoup la série, mais je trouve que le film est catastrophique. Le Clone Wars, donc c'est pas le Tartakovsky déjà, on est d'accord. Non, loin de là. C'est le film Clone Wars et il y a Clone Wars. Et celui qui est sorti à la fin des années 2000. Ouais, avec Ahsoka. J'ai vu en salle. Aucun souvenir. Ouais, bah il y a Rota bébé. Ah ouais, il y a Rota bébé, d'accord, ok. Il fait un ro d'ailleurs, il y a un gag où il fait un gros ro d'ailleurs. Voilà. Ouais. C'est là où je l'avais, d'où le nom. Voilà. Donc voilà. Donc à part juste remettre ces persos de cœur et en fait en faire pas grand chose avec, c'est assez c'est assez compliqué. Et même Après il a un troisième perso préféré, c'est lui-même dans le rôle d'un oui, alors en plus Filoni se met 2 fois en caméo. Bah, c'est quand même pas le chef, il faut lui filer du charisme au mec, parce que là il est pas dans hyper. C'est quand même un niveau, je trouve, de melon. Alors après c'est mignon parce qu'il y a aussi en caméo les autres réalisateurs de Mandalorian. Donc je trouve ça mimes. Mais bon, se mettre 2 fois en caméo, moi ça m'a sorti du film. Ça m'a vraiment sorti du film. Donc bon, ça c'est à la fin. Tu l'as interviewé déjà, Filoni, non? Parce que moi je l'ai interviewé. Non, jamais. J'aime pas du tout moi ce mec. Mais voilà, donc en fait même en tant que fan, et j'ai plein d'amis aussi qui sont très fans de Star Wars, qui ont été déçus en fait. Donc moi après, tu me donnes Sigourney Weaver dans un X-Wing sans le savoir, c'est un rêve humide. Donc il y a quand même un petit truc qui me fait plaisir. Tu savais pas qu'elle pilotait ? Non. Ah ouais. Non. Non, mais pareil, j'ai pas voulu voir le trailer, rien, parce que je savais. Bon, allez, c'est pas dans le trailer. De toute façon, mais non, je savais rien du tout, donc. Enfin, en fait, même ça suffit pas, quoi. Il y a
c'est vraiment, l'histoire, on s'en fout. On s'en fout, et même il y a quand même un enjeu important. En fait, ce que j'aime bien aussi dans Mandalorian, c'est vraiment voilà, le lore des Mandalorians. Il y a quand même tout un truc par rapport à leur credo, au fait de pas enlever le casque et tout, qui est très important et qui permet à Pedro Pascal de travailler le moins possible. Et là, de remettre un coup, parce qu'ils ont déjà fait le coup dans la série. Bon, pourtant, il apparaît dans au moins 5 films par an. Donc, c'est ça. Mais oui, il travaille le moins possible sur Mandalorian. Mais dans la série, en fait, le coup d'où je retire le casque et en fait, il faut... t'absoutes de tes péchés, il faut qu'ils soient traumatisés en gros, voilà, pour pouvoir retourner dans le clan. Et là, on te dit juste, ouais, bon, on va retrouver une excuse pour retirer le casque parce qu'il faut quand même montrer au cinéma que bon, c'est bien Pedro Pascal. C'est bien Pedro Pascal. Ils sont pas mis. Et on lui retire le casque et au final, on le refout dans une scène d'action dans l'eau où on ne voit rien de ce qui se passe, on ne comprend rien. C'est le moment où je me suis endormie. Quel est ouais, mais et t'as rien raté. Et t'as rien raté. Et en fait, c'est trop. Enfin, c'est vraiment, j'ai envie de dire encore une fois, dommage. Je sais pas si c'est le terme, mais ouais. Enfin, en fait, ce film était fait pour moi. J'ai pas passé un mauvais moment parce qu'encore une fois, il y avait mon fils. Et moi, chaque scène où je vois Grogu triste, Grogu qui se met dans le bras de Mando, moi, il y a un truc. C'est exactement ce qu'ils veulent. Mais oui, mais ça n'a pas rendu le film bon pour autant, tu vois, à mes yeux. Et pourtant, encore une fois, le film est fait tu l'as pour moi. puni ou pas? Non. Mais désolé, Grogu joue très bien. Il a pas besoin d'être puni. Ouais, non, il donne tout. Hein. Ouais. Il donne tout. Il vole du poisson et tout. Mais ouais, en fait, c'est ça qui me fait de la peine. C'est ça, il m'en a ramené chez moi. Mais ouais, c'est ça qui m'a fait de la peine, c'est que le film est vraiment fait pour des gens de ma typologie, plus que pour celle de Stéphane, par exemple. Oh, attends, j'ai pas commencé, moi. Justement, c'est pour ça. Voilà. Mais et de ressortir en me disant, bon, si Ludwig Göransson s'amuse, voilà, il remet son thème et après il s'est dit, et si on était dans les années 80 et rajoute mais il y a des moments de la BO qui sont atroces. Il y a aucun sens. Enfin, moi, ça m'a sorti du film. Hein. Et voilà, c'est Blade Runner années 80 à un moment. Donc, moi, à la rigueur, pourquoi pas, moi qui amuse-toi. Amuse-toi, mon gars, tu mérites. Mais le problème, c'est qu'il s'amuse beaucoup plus que nous, parce que moi, je me suis pas amusée une minute, en fait, devant ce film, quoi. Donc, c'est ça qui me fait de la peine, c'est que c'est dur, alors que... Ça aurait dû le faire. Non mais il faut raconter comment Marie elle a vu le film parce que il y a quand même je voulais le garder pour après. Elle est très en colère. Marie, c'est l'anecdote. Ouais. Je voulais te lancer d'abord. Je vais essayer de faire très vite et de pas me mettre en colère. Ne crie pas sur le film s'il te plaît. Bon, moi. Parce que Jon Favreau dans la pièce. Non. C'est bon. Mais c'est plus Jon Favreau le problème. C'est vraiment, on est à un stade au-dessus là. Bon, il n'y a pas eu de film Star Wars depuis 7 ans. Le truc, c'est que pour moi, Star Wars, mon rapport à Star Wars, c'est évidemment la trilogie originale. Je dis bien de 77 à 83, c'est-à-dire, je veux dire, déjà en 97, quand j'allais voir assez, je m'en jaillais à l'idée de revoir Star Wars au cinéma, si tu veux, et que je suis allé voir Un Nouvel Espoir dans les éditions spéciales. Déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a branlé? Mais qu'est-ce qu'il a foutu déjà, Lucas? Tu vois, c'était déjà ce premier questionnement. Et progressivement, avec la prélogie, je me suis rendu compte que pour moi, en fait, c'était terminé Star Wars. C'était plus voilà. Il reste l'amour profond que j'ai pour la trilogie originale. Mais le truc, c'est que quand j'ai vu avec Julien, quand on est allé voir épisode 7, je me suis vraiment dit, il va glisser le film. Je vais en avoir rien à foutre, tu vois. Et en fait, ça m'a mis dans une colère mais profonde. Et vraiment en fait, parce que et il faut se donner pour mettre Stéphane en colère. Ouais. Encore une fois, comme je le dis assez souvent, c'est pas fréquent, tu vois. Donc voilà, c'est pas mon trait de caractère qui me personnalise, mais voilà. Donc en fait, le truc c'est que ça m'a foutu en rogne, mais ça m'a foutu en rogne parce que on a fait des émissions à l'époque sur nos ciné, tout ça. Je vais pas revenir sur la qualité des films et tout. Ce qui m'a mis en rogne en fait, c'était cette espèce de qu'on aurait peut-être pu voir venir, mais en fait ils ont essayé de te bloquer les trucs. Ils t'ont dit attends, il y a Kathleen Kennedy, donc ça va aller, t'inquiète pas, c'est quand même une grande productrice, tatata, tu vois. Donc en fait t'as tout un espèce de truc là-dedans, et c'est vraiment là où je me suis dit en fait Star Wars c'est vraiment mort pour moi en 83, c'est-à-dire au moment où j'ai découvert. Ce qui est fou en fait quand tu réfléchis et tout quoi. Là c'est vraiment une logique personnelle. Et du coup, je trouve que effectivement, alors tu te retrouves avec tout un tas de conversations autour de
qu'est-ce que ça représente Star Wars pour les gens, c'est difficile d'en parler parce que c'est Star Wars, etc., etc. Mais en vrai, je trouve que c'est des débats qui sont un peu stériles parce que la réalité de tout ce qui existe aujourd'hui, c'est que ça n'existerait pas s'il n'y avait pas eu les originaux et surtout, en fait, si ces originaux-là n'avaient pas eu cet impact-là spécifiquement. Du coup, le problème, en fait, ce n'est pas de dire ça ressemble pas à l'original ou t'es pas content parce que ça ressemble pas à l'original ou t'es pas content parce que ça ressemble trop à l'original ou ils essayent trop. C'est même plus ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est vous avez acheté Lucasfilm, vous avez payé une blinde pour ça, vous voulez faire du blé dessus, et en fait, en gros, vous allez au plus grand dénominateur commun, tu vois, je veux dire, pour essayer d'avoir, tu vois, le faire rentrer le plus de choses. C'est ce que tu disais, à qui s'adresse au bout d'un moment le film qui sort, quoi. Bon, le deuxième truc que je vais rajouter, c'est que l'importance de Star Wars, elle est sur grand écran pour moi. C'est-à-dire que, en gros, déjà, je suis désolé, hein, mais Holiday Special, tu vois, bon, l'aventure des Ewoks c'est sorti au cinéma chez nous, mais bon, voilà, tu vois, moi, c'est pas canon, tout ça, tu vois, c'est déjà, en fait, en premier lieu, c'est tout ça, je le mets de côté. On peut peut-être prendre un peu de plaisir ici et là, hein, sur les trucs et tout, mais ça reste, Mandalorian, ça reste une série télé. Moi, j'en ai regardé 2 épisodes, je suis pas allé beaucoup plus loin, parce que, en fait, je me suis dit, ok, enfin, voir ça sur ma télé, c'est même pas que j'ai trouvé ça mal foutu, quoi, en fait, c'est que j'ai trouvé que ça avait peu d'intérêt, quoi. J'ai vraiment, en plus, quand c'est sorti, je me suis dit, en fait, c'est quoi? Ils ont un scénar sur Boba Fett, ils ont cramé, ils ont enlevé, ils ont rayé les noms, ils ont mis Mandalorian à la place, ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, j'ai même pas vu Baby Yoda, si tu veux, arriver, voilà. Alors, les seuls trucs sur lesquels je me suis renseigné, c'est les apparitions. Tu vois, par exemple, quand Luke Skywalker revient dans je sais plus quel épisode et qu'il est de-aging, tu vois, et c'est ce genre de choses, quoi. Le de-aging le plus dégueulasse de l'histoire, on peut le dire. Certes, mais ouais, il y en a eu d'autres. Hein. Mais tu te souviens pas de X-Men 3? Voilà. Je me souviens d'X-Men 3. Wolverine. Pas Wolverine, non, X-Men Wolverine. C'était très bien. Putain, ça c'est X-Men Origins, putain, le de-aging, le plan de de-aging sur Xavier, là, oh putain, la barre de rire dans la salle avec Arnaud, je me rappelle encore. Bref. Donc, c'était une petite, voilà, petite aparté, tu vois. Mais, comment dire. Donc voilà. En fait, tout ça pour dire que, en gros, là, je me rends compte, en fait, que contrairement à épisode 7, qui m'avait vraiment foutu dans une colère noire, là, je sors, en fait, complètement dévitalisé du truc. C'est-à-dire que, en gros, qu'est-ce que je peux dire en fait sur un truc comme Mandalorian si effectivement en fait j'ai pas suivi les 3 saisons, les 12 trucs, les 307 spin-offs, etc., ce genre de choses. Donc je me concentre sur ce que je vois, je me concentre sur l'approche de Jon Favreau qui justement, là, je te rejoins là-dessus, Vesper, c'est que normalement ça devrait me parler. Puisque en fait le Jon Favreau il a mon âge, fait un peu plus vieux, il a grandi avec la trilogie originale, il a cette espèce de fétichisme sur comment t'appelles ça, les marionnettes, le comment t'appelles ça, stop motion. Là je crois il y a une scène de Phil Tippett. Oui, pour moi les 2 robots c'est comme il est dessus, c'est lui clairement qui l'a fait, alors c'est pas Phil Tippett mais c'est son studio. Ouais. Voilà, c'est une studio. Il est consultant dessus, enfin je crois qu'il était crédité bon, aussi. Après voilà. Phil Tippett Studio quoi. Voilà, donc il y a des trucs comme ça, pour moi c'est du fétichisme pur. C'est-à-dire qu'en fait en gros je n'ai pas de problème à ce qu'il le fasse. Pour moi, ça garantit absolument pas que tu te mets au niveau des 3 premiers films. Et pourtant, tu vois, je vais pas louer le génie de Richard Marquand, hein, tu vois. Mais le truc, si tu veux, c'est que voilà. Donc, en fait, le problème dans tout ça, s'il n'a pas fait Revenge of the Jedi, donc. Mais donc le problème dans tout ça, c'est que pour moi, ça c'est des pis-aller, c'est des trucs en fait. Regardez, je le fais à l'ancienne et tout. Effectivement, à la fin, il y a un manque flagrant d'enjeu, même pour quelqu'un qui n'a pas vu donc les 2 ou 3 saisons précédentes et ce genre de choses quoi. Je retiendrai peut-être la scène d'ouverture qui est plutôt sympa. Tu vois, enfin ça va, la petite scène d'action, enfin je veux dire à tout prendre dans ce que j'ai vu de Star Wars ces 10 dernières années, c'est ce qui fonctionne à peu près avec des bouts de Rogue One, tu vois, où je me suis dit, bon bah là je suis à peu près dans la norme, tu vois, d'un film Star Wars, tu vois. Effectivement, j'aime bien le quart d'heure en fait consacré à moi je l'appelle Baby Yoda, c'est comme Jennifer Lopez c'est J-Lo, l'enfant, Mark Wahlberg c'est Marky Mark, faut arrêter maintenant, les premiers noms c'est ce qui reste, les premiers surnoms, donc en fait c'est Baby Yoda c'est même pas son nom dans la série, c'est le nom que les gens ont donné. Écoute, voilà. Tu vois. Parce que comme dit Clémence, c'est The Child, c'est l'enfant. The Child, voilà. Ouais. Et j'aime bien ces séquences-là parce que d'un seul coup, effectivement, j'ai l'impression que, comment dire, on se repose sur du cinéma parce qu'on est obligé de raconter quelque chose sans trop de paroles, sans trop de, tu vois, avec une atmosphère, avec voilà. Et ils prennent un tout petit peu le temps de faire, voilà, parce que ça arrive
Donc à un moment donné, juste après cette scène de combat contre le serpent, tu vois, voilà. Serpent de mer, Ouais, Serpent voilà. blanc. Voilà, et qu'en fait, en gros, il est mordu, il est empoisonné, il est censé mourir, donc, et en gros, d'un seul coup, c'est Baby Yoda qui s'occupe de lui, quoi. Parce que moi, je l'appelle Baby Yoda, je l'ai dit, je le répète, j'insiste, voilà. Et donc, il s'occupe de lui, il prend soin, etc., etc. Et toute la séquence est plutôt sympa en soi. Je vais pas mentir, hein, je vais peut-être un petit peu me contredire sur ce que je vais dire, aussi parce que il y a un peu de, comment t'appelles ça, de feeling. Jim Henson ou ce genre de choses, tu vois, etc., etc. Parce que toujours, tu vois, moi j'aime bien les Tortues Ninja, le premier, à cause de ça, quoi. Mais c'est vrai que, comment dire, ce qui moi me pose problème avec cette séquence à la fin, c'est qu'une fois que je la regarde, je me dis, j'ai quand même l'impression que c'est une séquence qui effectivement aurait fait un bottle épisode à part, tu vois, dans une série télé. Et 2, elle se termine par une phrase, mais toute pétée, tu vois, où le Mandalorian il se réveille et il fait on s'occupe l'un de l'autre. Et tu fais, ok, c'est comme ça que tu remercies ton fils, tu vois. Donc bref, non, ce que je veux dire par là, c'est que d'un seul coup, tu te dis, mais putain, si vous créez une séquence comme ça, si vous prenez le temps dans votre film de 2h15, en fait, pour accorder ce temps-là aux personnages, pour montrer leur relationnel, travaillez-le beaucoup plus, quoi. Ne faites pas juste une pauvre réplique, tu vois, qui, allez, on passe à la suite, et puis plus de problèmes de santé, plus de problèmes de ci, plus de problèmes de ça, quoi. Donc tout ça, c'est de l'ordre de l'anecdotique. Comme la présence de Sigourney Weaver. Moi, pour moi, Star Wars, ça ne devrait plus exister. Tu vois, franchement, ça ne devrait plus. En fait, le jour où ils l'ont acheté, ils auraient dû l'acheter pour l'enterrer. Et je savais évidemment qu'ils n'allaient pas le faire, mais et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un enterrement qui prend des plombes et des plombes avec des dizaines d'épisodes. L'acharnement thérapeutique. Voilà, c'est ça. Et le truc, si tu veux, c'est que, mais dans la logique de ça existe. Donc on le traite, donc on en parle, et donc c'est dans le zeitgeist culturel et tout ça, etc., etc. En fait, il était un peu temps que Sigourney Weaver se retrouve, tu vois, elle qui quand même représente, qui est quand même la reine de la SF, tu vois, représente ça. C'est pas, moi, ça me semble totalement normal qu'elle soit dans Star Wars. Comme ça, je trouve que c'est un petit peu, elle leur file un peu de confiture au cochon quand même, parce qu'en fait, le truc, si tu veux, c'est qu'elle a vraiment 3 scènes. Et à ce stade, en fait, t'en viens vraiment à te demander comment des fois les mecs vendent les films, parce que tu te dis, mais on l'aurait pas su. Tu vois, et ça aurait été une surprise énorme, en fait, qu'ils auraient essayé de te cacher pendant tu vois, pendant les 2 ans de la production du film, etc. On aurait été comme des fous, on aurait fait putain, il y a Sigourney Weaver. Et en alors plus, moi, je savais pas, et je me suis pas exclamée pour ça, hein, parce que c'est tellement. Pourtant, elle est sur l'affiche, hein. Donc. J'ai même pas regardé l'affiche. Ouais. mais en tout cas, elle est vendue, c'est ça que je veux dire, tu vois. Et du coup, le truc, si tu veux, c'est que tu te dis, mais voilà, si vous allez chercher quelqu'un de cette stature-là, filez-lui du biscuit, quoi. Faites quelque chose, quoi, tu vois, parce que là, c'est vraiment, voilà. Donc, c'est un peu plus qu'un caméo. Et du coup, je trouve ça dommage. Alors, apparemment, il paraîtrait-il que ce serait un personnage qui va revenir régulièrement maintenant dans Star Wars, tu vois, logiquement, mais tout ça comme tout ça, on le sait très bien que c'est indexé à ce que les réseaux sociaux vont en dire, à ce que le film va rapporter, au nombre de figurines qu'ils vont vendre de Sigourney Weaver dans son costume, etc., etc. En fait. Il y aura la mienne déjà. J'allais dire que tu vas acheter déjà. Mais voilà. Non, mais c'est pour dire que comme tout ça est indexé à des choses qui n'ont plus rien à voir avec la narration, alors que le mythe, etc. Alors qu'en fait, à la base, c'est ça, Star Wars. Effectivement, c'est un coup pour rien. Moi, je peux pas m'énerver. Je pense que le vrai test, ça va être le film de l'autre rigolo, là, comment il s'appelle, du mec qui a fait Deadpool et Wolverine, là, Rogue, je sais pas quoi, Squadron, Soldier, Stormtrooper, je sais pas quoi, enfin, les mots-clés, quoi. Tu vois, donc, qui sort logiquement l'année prochaine. Et là, ça va être un vrai test dans le sens où, en gros, c'est censé être, comme ils te disent, une histoire qui n'a rien à voir avec la saga Skywalker, une histoire qui n'a rien à voir avec ce qu'on Starfighter. Ouais, pardon. Non, mais ça me revenait aussi, chercher. Donc, oui, c'est ça le titre du truc. Moi, c'est un jeu vidéo. Il y a déjà il y a au moins 12 jeux vidéo qui. Un film. Okay, oui. Ouais. Donc, bref, tout ça pour dire que, en gros, non, mais il y a un jeu, dans Star Wars, je veux dire, il y a un jeu Starfighter, non? C'est ça que je veux dire. Toi, tu parlais de Last Starfighter. Oui, c'est pas Star Wars, ça, je veux dire. Attention, ne mélangeons pas de tout. Mais c'est Sean Levy qui va le. Sean Levy, ouais, merci. J'en avais oublié. Je confonds un peu avec d'autres gars et tout. Mais ça va être le vrai test pour Star Wars. Parce que globalement, en fait, là, ça fait 7 ans que les mecs ils restent à la télé, que en gros ils reviennent avec un épisode de luxe de série télé,
Et voilà quoi. Alors bon, moi j'ai envie de leur dire, déjà moi je sens poindre là le comment t'appelles ça, il y a de plus en plus de rumeurs sur le retcon de la postlogie, ce qui bon pour moi est assez cohérent hein, parce que fondamentalement bon toi t'aimes bien mais tu vois ouais. il y a ça et de l'autre côté ils ont quand même annoncé des films avec Ray. Oui, bah, ils ont annoncé plein de films qui sont pas faits. Oui, non, mais parmi tous ceux qui ont été annulés qui ont été annoncés et annulés, parce qu'il y avait celui de Patty Jenkins aussi, sur les pilotes, il y en a plein qui avaient été annoncés, le film qui était censé être fait par les showrunners de Game of Thrones, celui-ci avait été annulé aussi. Ouais, mais même machin là, qui avait fait l'Âge Jedi, en fait, il avait. Oui, la trilogie de Rian Johnson aussi, oui. Mais il y a le film biblique, mais qui a annulé lui, du coup, du réalisateur de Le Mans. Putain, j'ai un trou. Je suis désolé. James Mangold. De James Mangold aussi. Je sais pas, on n'entend plus parler non plus. Ouais, en fait, il y en a plein où c'est. Il y en a qui ont été annulés officiellement et il y en a bon. Mais tout ça, c'est indexé encore une fois. James Mangold, t'as fait combien avec Indiana Jones 5 avec Casse-toi tu vois, c'est des trucs comme ça en fait. C'est vraiment ça. Donc là, tu sens poindre quand même qu'à un moment donné, il va peut-être falloir virer Kathleen Kennedy. Mais c'est bon, c'est fait. Ah oui, c'est bien sûr. C'est pour ça que des Filoni. C'est pour ça que des Filoni. Elle est remplacée par des Filoni. Elle est remplacée. Non, elle est remplacée par des montagnes russes. De toute façon, c'est pas elle le problème, je pense. Non, bref, le problème c'est Disney. Le problème c'est la façon dont c'est géré. Voilà, mais voilà. Donc le truc c'est que effectivement c'est complètement anecdotique et c'est là où on se rejoint totalement, ma chère Vesper. Voilà. Merci Stéphane. Marie, toi qui as vu le film dans des conditions absolument incroyables. Non, bah alors comment on dit en français gros goût? Gros goût. Ah merde, il de toute façon, il appelle mon petit pendant tout le film. Non, parce qu'en fait, je vais vous raconter un peu ma vie, pas parce que j'ai envie de vous raconter ma vie, mais parce que je sors du film littéralement 15 minutes avant d'arriver ici, que je devais voir ce matin à une séance près de chez moi qui a été annulée, et donc j'ai couru au hall pour la première séance que je pouvais choper, et il se trouve qu'elle était en VF. Donc je pouvais pas y couper, j'ai rien contre la VF, mais dans un film où déjà c'est Pedro Pascal que tu vois pas et que t'entends pas parce que du coup c'est une VF et vraiment et du coup tous les caméos et tous les trucs je ne les entends même pas parce qu'on voit pas les acteurs et donc je ne les entends même pas puisque c'est pas leur vraie voix. C'est vrai que du coup tu as raté la prestation de Jeremy Allen White. Mais c'est ça, non mais c'est ça en fait, du coup je rate tout, donc je suis vraiment très déçue. Par Gilles Lelouch comme tu disais. Non mais c'est ça, du coup donc voilà, déjà un peu déçue d'avoir chopé une VF par défaut parce que j'ai pas pu voir autre chose, sinon je ne faisais pas l'émission et tout ça pour dire que voilà, moi du coup l'éclairage que tu apportes Vesper m'aide un peu parce que déjà je savais pas qu'il y avait autant de séries et de trucs parce que moi j'ai tout raté, j'ai vu la saison 1 du Mandalorian, j'en ai aucun souvenir et j'ai arrêté là et je fais allez-y, je vais vous retarder. La trilogie originale quand même. Oui, mais alors moi je suis pas du tout fan de Star Wars, pas dans le sens où je n'aime pas, mais dans le sens où je suis pas voilà, je n'ai pas un tatouage Star Wars et voilà. Mais dans le sens où j'aime bien, mais globalement ça me met pas en joie et ça me met pas en colère en fait. Donc je suis vraiment entre vous. je suis la Suisse entre Stéphane et Vesper. Vraiment, c'est moi ça me glisse dessus et je suis là OK, d'accord, pourquoi pas. Mais par exemple, si on n'avait pas fait l'émission, je n'aurais jamais mis un pied au cinéma pour voir ce film même en VO quoi. Donc t'avais pas d'attente. Et voilà, et comme Dewey, je suis quand même déçue. Non mais en fait, je me suis posée, en fait pendant, c'est fou parce que je sais qu'on a un peu tous des problèmes d'attention, mais moi pendant tout le film, je me suis demandé, mais dès le début, je me suis dit mais en fait ce film il s'adresse à qui? Et c'était ma vraie question, je me suis dit en fait qu'est-ce qui justifie, bon tu l'as beaucoup dit Vesper, mais qu'est-ce qui justifie que ce truc-là, il soit en salle et que ce soit le gros argument et tout, enfin en salle et tout machin, et pas sur Disney+, parce que j'ai l'impression qu'on filme un mardi du Mandalorian, je vais le dire en français parce que c'est le Mandalorian, je l'ai vu en VF, et de son petit, tu vois, parce qu'en fait je me dis qu'est-ce qui justifie que cette aventure-là, même pas un mardi férié quoi. Ouais, non mais en fait je me dis c'est même pas un pont de mai, tu vois. Non mais je me dis qu'est-ce qui justifie que cette aventure-là, avec ces personnages-là que bon, du coup moi je ne savais pas qu'ils apparaissaient ou pas, s'ils apparaissaient ou pas dans d'autres choses de la saga, dans d'autres choses de la franchise, mais je me dis en fait vraiment qu'est-ce qui justifie ce truc-là, parce que moi je trouve qu'il n'y a pas tant d'enjeux que ça et vraiment ça reste très très bas. Toutes les scènes de Grogu évidemment sont faites pour qu'il soit mignon parce que par essence c'est un personnage qui est mignon, mais en fait tu le vois tellement où je fais ah bah oui effectivement il est mignon, mais à quoi sert ce plan-là sur lui à ce moment-là? En fait moi tout ce truc me sort du film et jamais je suis en train de suivre ce qui se passe parce que je vois les trucs gros comme une maison en me disant oui bon là très bien, j'ai vu le petit coup de coude parce qu'effectivement il est mignon, là il mange son petit bonbon, là il mange son truc, ah bah il est tout le temps en train de manger, c'est rigolo. Et même dans l'écriture du personnage, alors comme j'ai pas vu la suite de la série, je sais pas du tout comment ça a évolué, mais
En fait, même je me dis, il y a des moments où c'est vraiment un gros bébé, où il fait n'importe quoi, où il est là, il appuie sur tous les boutons et il envoie des missiles alors qu'il faut faire démarrer le truc et préchauffer le diesel, quoi. Et sur les scènes d'après, en fait, il s'occupe hyper bien de son papa qui dort et qui est blessé et tout. Et en fait, je me dis, mais même le personnage, il a pas de cohérence. Un coup, c'est un peu un truc pour être mignon, un coup, il fait n'importe quoi, puis après, il est très mature et c'est un petit sage qui médite avec son bâton et t'as l'impression de voir pour le coup un Yoda, vraiment Yoda, quoi. Et même moi, le seul moment où je me suis dit là il se passe peut-être quelque chose, c'est la scène dont vous avez parlé, dont a parlé Stéphane, sur le moment où il doit s'occuper de son père et il lui construit son petit abri. Et ça c'est pareil, il lui construit un petit abri avec ses toutes petites mains, ses tout petits bras, et puis après il utilise la force pour d'autres trucs, et tu dis même l'utilisation de la force, je sais pas exactement. Ouais, ça fait 10 ans que c'est fini ça. Et moi la scène, oui mais bon, moi comme je m'en fous en fait de Star Wars globalement, les trucs me passent au-dessus et j'oublie tout, mais en fait même la scène où du coup il le rentre dans son abri et où genre il va taper 10 fois la tête au fond du truc et en fait dans ma salle, bon déjà il y avait pas grand monde, mais ça n'a pas ri et c'est fait pour être drôle. Ça te sort ça du rit film. dans ma salle, t'inquiète. Et en fait je me dis même, enfin c'est quand même du gag très très cheap. Qui te sort un peu du film parce que tu dis bah oui mais là en fait il a construit tout le truc et là il va lui taper la tête 10 fois, du coup il est idiot alors qu'il vient de construire un igloo avec ses toutes petites mains. C'est comme si moi je construisais une cathédrale par rapport à la taille du personnage en fait, et du coup même la cohérence du personnage en fait moi elle me sort du film parce qu'il n'y en a pas. Et moi j'aurais voulu voir en fait ce moment presque muet parce que bah il est tout seul, il fait ses petits bruits mignons et tout, et en fait il y a les enjeux et vous l'avez dit hein, mais les enjeux pareil quand il se met dans son petit bras et tout pour dormir, je me dis ah là il y a peut-être un truc. Et quand il va chez le personnage qui habite là, qui vole du poisson et tout ça et qui lui donne ce truc en disant et c'est peut-être trop tard et c'est peut-être pas assez pour le sauver, et du coup tu te dis ah merde il va pas arriver à le sauver, et la scène d'après bah il est debout et tu fais mais bah du coup en fait vraiment les enjeux et je trouve que tout est désamorcé dès qu'il y a c'est un épisode, il faut qu'il soit égal avant et après quoi. Et en fait tu vois tu te dis bon ça relance un peu mais pas du tout, et dès qu'il y a un personnage qui arrive, un truc tu vois il y a je sais pas un truc dans les fourrés qui fait un bruit et tout, tu dis ah il y a peut-être une créature, et non en fait c'est le petit mécano de l'espace, désolé j'ai pas les noms mais Aslan. Voilà, et en fait, alors les Aslan en VF, c'est une catastrophe. Il y en a un quand il se fait choper par le chien, il fait c'est fini, il m'a eu. Et je te jure, là, moi j'ai ri alors que c'était pas le but. C'est des mignons, non? Bah en fait, non, mais la façon dont il parle en VF, c'est pour le coup là, la VF m'a vraiment sorti quand il parle. Et même ils sont là, allez viens bébé, on y va bébé, et avec leur petite voix et tout. Vraiment, j'étais là, non, c'est vraiment très très. C'est très très dur, c'est très très dur. Ouais, mais c'est quand même long. Tu vas retourner le voir en VF, toi. Non, ça va. Mais je retournerai peut-être, mais en VO. Et pour finir sur du coup, je pense qu'en plus la VF, mais c'est un peu en exergue, mais la pauvreté des dialogues et des phrases hyper random qui sonnent d'autant plus artificielles et vraiment random quand elles sont dites en français, ou vraiment sur la fin, du coup, quand ils ont tous leur plan sur eux, quand ils sont en train de piloter pour aller attaquer le truc et tout, où moi je me suis dit déjà, je sais pas si ces gens-là qui ont un plan sur eux, est-ce que c'est un personnage important parce qu'on le voit dans d'autres séries ou dans d'autres trucs, ou est-ce que c'est un random figurant qu'on a vu juste derrière Sigourney Weaver à la table à côté quand il se voit au début du film, et ils ont un plan sur eux, et vraiment les phrases qu'ils ont c'est verrouillage activé et ce genre de trucs très random, et moi j'ai l'impression de voir des hôtesses de l'air qui te disent désarmement des toboggans et machin, parce que vraiment c'est vraiment sur le... Après ça c'est un truc de tous les Star Wars, je sais mais hein, le seul problème c'est que t'as pas d'enjeu, tu comprends pas ce qui se passe en fait dans cette scène. Vraiment moi j'en suis à penser à une hôtesse de l'air, parce que vraiment le film comme il est plat tout le temps, et je me dis mais là ils essaient de nous rejouer ces scènes qu'on a vues dans les anciens Star Wars et tout machin, sauf que bah, voilà en fait comme il y a zéro enjeu, tu vois ils sont sur une montagne sur lesquelles ils vont tirer, et ils doivent sauter, en fait c'est un cul-de-sac qui détruisent le mur, et là ils sont au-dessus de l'eau à des dizaines voire centaines de mètres, et donc la limace qui a des abdos là dit ah bah non on peut pas sauter, c'est la mort assurée. Et c'est pareil en fait, c'est exactement comme quand le mec donne à Grogu un truc en disant c'est sûrement trop tard et c'est pas assez, là c'est ah bah non on peut pas sauter, c'est la mort assurée, il saute et en fait il meurt pas. Et du coup il y a ces phrases qui sont limite pire, parce qu'en fait je me dis c'est très mal écrit, parce que ça essaie de te donner un enjeu qui disparaît dans littéralement la seconde d'après, et à la limite ne les écrivez pas en fait, dites bon bah là en fait on va sauter et on va se sauver, bah effectivement ils sautent. Mais les écrivent pour que pendant une seconde t'aies l'impression qu'il va se passer quelque chose. Sur un film de 2h15 j'ai pas besoin d'une seconde où on me fait croire que ça va être intéressant. J'ai bien vu sur les 2 autres heures que rien n'était intéressant. Non mais c'est encore moins de sens parce que Mando a un jetpack. Mais en plus c'est-à-dire qu'il peut
partir avec le jetpack et Grogu dans les bras. Il y a un mec qui a un jetpack, il y a un mec qui utilise la force, il y a un mec qui a des gros abdos. Ils peuvent faire un truc à 3. Non, en fait, ils sautent, ils font en fait, on n'est pas mort. Non, mais en fait, t'as l'impression que c'est plus par solidarité pour Rota qui n'ose pas sauter, parce qu'en fait, Mando et Grogu peuvent aller. C'est Barracuda en fait, Rota, quoi. Voilà, mais c'est peut-être ça qu'il fallait comprendre. Mais en tout cas, voilà, pour finir, je me suis dit à qui ce film s'adresse, parce que je me suis dit, il ne peut pas ravir des fans, il ne peut pas ravir quelqu'un comme moi qui en a un peu rien à faire des séries et qui se dit bon bah tiens, je vais aller voir ce qui se passe dans cette franchise et tout. Et en fait, le film, il essaie de rassembler tout le monde, et du coup, je pense qu'il rassemble personne parce qu'il est, c'est un grand verre d'eau tiède et personne n'a envie de boire ça, quoi. Donc voilà. Merci Marie. Est-ce que ce film a ravi Julien ? Bah non. Par où commencer en fait, nous, effectivement, avec Vesper et Steph, on a vu les 20 premières minutes dans un événement au Grand Rex, qui est toujours compliqué, quoi. Bon, bref. Et en plus, moi, je déteste voir les 20 premières minutes, quoi, d'un film. C'est horrible. Et quand je suis sorti des 20 premières minutes, mais j'étais sidéré par la nullité de ce que je venais de voir. Et surtout, je vais le citer, hein, on a un copain là, qui s'appelle Dimitri Amar, là, un monteur incroyable par ailleurs, et il m'a sorti le truc parfait. En fait, il m'a dit c'est tout petit. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand j'ai vu le truc, quand tu vois les titrailles, par exemple, des noms des comédiens arriver et tout, je me dis, putain, je suis pas devant un Star Wars, là. C'est vrai que ça fait tout petit, quoi. Après, ça, c'est peut-être l'humilité de pas justement faire le grand déroulant, le grand truc. Mais sans déroulant, par exemple, tu vois, Gareth Edwards, c'est une des raisons pour lesquelles moi j'adore Rogue One, c'est que Gareth Edwards, il a pas tout réussi, mais il s'est toujours posé les bonnes questions. Et une des bonnes questions qu'il s'est posée, c'est justement comment j'ouvre mon film, comment je le présente, à quel moment le titre il arrive, et comment il arrive. Et comment je réussis à proposer quelque chose de neuf, qui s'inscrive dans la continuité d'un truc ultra méga lourd, et c'est une des problématiques de Star Wars probablement, et sans trahir, sans machin, etc., quoi. Moi je trouve qu'il avait réussi en fait là-dessus. C'était épuré, efficace, discret, mais mine de rien il y avait que des bons choix. Là moi je ne comprends pas rien que ça en fait, je ne comprends pas ça en fait. Voir les X-Wing en fait carré avec les titres là, t'as l'impression de voir l'agence touriste, c'est horrible quoi. Et la série quoi, tu vois, enfin une série des années 80, tu vois, c'est complètement... Deuxième fois qu'on cite l'agence touriste. C'est horrible quoi. Bon bref, et donc quand je l'ai revu en fait dans l'intégralité, étant préparé à ça, j'avais un peu plus de mansuétude, et comme l'a dit Stéphane, c'est vrai que la séquence d'ouverture ça va, enfin je trouve qu'une fois que t'es sorti de l'antre ça va. Moi j'ai déjà un énorme problème sur la présentation de Mandalorian et de Grogu, je comprends pas ça en fait. C'est-à-dire que ce qui est dingue, c'est que quand il était à la télé, Jon Favreau il a fait plus de western que quand il est au cinéma. Pour moi c'est un contresens complet. Et là typiquement en fait Mandalorian c'est un personnage qui se définit que par ses attributs de costume, etc. Donc quand tu le présentes, le personnage, tu te présentes comme dans un western, quoi. C'est un bruit de botte, c'est son câble, et là, en fait, le premier plan du perso, tu dis, mais tu me le présentes comme ça ? C'est la première fois que je le vois sur grand écran. Présente-le-moi, ton perso. Il est tout petit, péril. Mais la première fois que je l'ai vu, là, Grogu, je dis, mais c'est nul, le plan est nul. Il n'est pas iconifié, il n'est pas travaillé, c'est complètement dingue, quoi. Et je trouve que la première partie du film, en fait, la première partie, c'est une espèce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, hein. C'est une volonté, enfin moi c'est comme ça que je l'ai lu, de faire un récit à la film noir à l'intérieur de Star Wars, avec un personnage qui va rencontrer, comme un film noir très classique, il va rencontrer plein de personnages, il mène une enquête, tu vois plein de personnages secondaires qui devraient être truculents, Martin Scorsese. Tu rencontres, par exemple, typiquement, voilà, tu rencontres des trucs et tout. Et alors toute cette première partie jusqu'à un crash en fait et tout, mais je trouve ça ultra embarrassant, c'est horrible en fait, c'est horrible. Et il y a un truc, par exemple, il y a une séquence en fait d'arène. Moi, ça fait partie des choses que je ne m'explique pas en fait dans ce film. Alors moi, il y a une idée que j'aime bien dans la séquence d'arène où là, je pense que Jon Favreau, effectivement, il a un attachement, disons, avec une certaine pureté en fait à la saga initiale. C'est l'idée d'avoir pris les personnages de l'Holocron en fait, c'est ça, hein, c'est l'Holocron en fait, pour qui combattent ça. Moi, je sais qu'en tant que fan en fait des Star Wars, qui a grandi avec ça et tout, je trouvais ça rigolo en fait comme idée. C'était rigolo de les voir combattre, etc. Mais alors, il y a un truc qui est dingue, c'est que t'as des plans de coupe sur la foule, t'as que des humains.
C'est complètement fou, quoi. Je dis, mais où est Star Wars, quoi? Star Wars, c'est comme Star Trek, en fait. Tu veux voir des aliens partout, rigolo, machin. C'est la cantina, quoi. C'est le côté Muppet Show, en fait. Et c'est la scène de la cantina et tout, quoi. Et là, t'as que des humains. Je me dis, mais putain, mais quelle tristesse, quoi. Et c'est pareil dans cette ville. C'est hyper bizarre. C'est-à-dire que cette ville, parfois, il y a un peu de figurants, mais c'est cheap, c'est horrible. Et ça, en fait, ça s'applique quand même à quasiment la totalité du film, je trouve, et c'est quand même un truc que je m'explique pas. Alors, je sais qu'il y a un truc de production qu'il faut peut-être signaler, c'est que Jon Favreau, qui est très militant sur certaines choses en fait du secteur du cinéma, a tenu à ce que le film soit retourné à Los Angeles, ce qui n'arrive plus dans ce type de blockbuster. Et alors ils ont eu un énorme crédit d'impôt et tout de la Californie, mais il n'empêche que on sait que les films ne sont plus tournés là-bas parce que c'est des surcoûts monstrueux par rapport à quand ils sont tournés ailleurs où ils ont des crédits d'impôt plus importants, etc., etc. Peut-être que du coup ils ont sacrifié sur d'autres choses. Je n'en sais rien, je me l'explique pas. En tout cas, en tant que spectateur, c'est imbitable. Mais pour le point Alien, en plus, le pire, c'est que dans la série, il y a énormément d'aliens. Exactement. Je me suis fait la réflexion C'est quand fou. on voit le conseil au début. Exactement. Qu'il n'y a que C'est des pareil. humains sauf un. Il y a Un humain Un avec mec un qui a petit une nez de prothèse. cochon. Ouais, Voilà, c'est ouais. dingue. Et en fait, je me rappelais plus si dans la série, il y avait beaucoup. Et en fait, si dans la série, il y a Il y en des a aliens des tonnes. tout le temps. bien sûr. Après, niveau coût, la différence, c'est que la série, ils ont tout tourné avec le volume où ils étaient. Voilà, il y a quasiment Oui, pas mais de sauf que décor. ça coûte très cher en Voilà. réalité. Et que là, Vesper. pour le film. Oui, non, mais c'est pour dire que. C'est des fausses bonnes techniques en fait. T'avais ça, et que là, il a tourné la plupart en décor. Enfin, en décor, tu vois. En décor et avec beaucoup d'écrans bleu et vert parce que bon, je vais pas me lancer là-dedans, mais le stagecraft, je pense que c'est une. Bon bref, et c'est plus un mirage qu'autre chose. Ça fonctionne très bien pour des trucs, mais pas pour tout. Faut pas que je parte là-dessus. C'est pour le point. Voilà, Alien, alors, après, je trouve que par contre, quand tu te retrouves avec Grogu et Mandalorian qui sont dans leur havre de paix, à partir de là, je trouve qu'il y a le film qui commence un peu. C'est-à-dire que là, il y a un peu des enjeux, il y a des nouveaux personnages qui arrivent, le film prend un peu son temps. Je le trouve un tout petit peu plus cohérent, etc. Mais c'est pas ouf. Effectivement, c'est vachement moche. Et il y a un truc aussi, moi, qui m'a un peu déçu, et en même temps, je pense que c'est ce qui rattrape un tout petit peu le film, et un tout petit peu, c'est que moi, Jon Favreau, c'est pas un réalisateur que j'aime beaucoup, mais par contre, c'est un réalisateur, techniquement, il est passionnant, ce mec. Il est passionnant. Moi, par exemple, le Roi Lion, là, sa version photoréaliste du Roi Lion, je trouve que le projet cinématographique, c'est même pas que je l'aime pas, en fait, c'est que je le comprends pas, mais alors, technologiquement, se renseigner là-dessus, tu vois exactement comment ça va évoluer, le cinéma. Tout ce qu'il a fait avec Caleb Deschanel sur le Roi Lion, c'est génial en fait, tout ce qu'il a, la façon qu'il a d'apprendre ses méthodologies de tournage avec la VR par exemple, c'était super, enfin bref. Et Favreau en fait, il est vachement intéressant là-dessus. Là, il a fait par exemple, si ça vous intéresse, il a fait une vidéo avec Adam Savage de Tested sur le film, qui est vachement intéressante en fait, où Favreau explique comment lui il appréhendait d'un point de vue technologique en fait ses films. Et là, pour le coup, il a une réflexion qui est pas du tout celle de complètement à la con en fait de J.J. Abrams et de ses confrères. C'est que il y a des choses qui peuvent être intéressantes là-dessus. Et quand ça prend le pas, ça, malheureusement, c'est rarement, mais quand ça prend le pas, ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, effectivement, je rejoins tout le monde. Je pense que la séquence avec les marionnettes, ça marche. Parce que je pense que là, il a créé un creux là-dedans. Je pense qu'il aurait dû pousser un peu plus le mélange de techno. Mais par exemple, il y a un truc, je vais pas trop me lancer là-dedans, puis je pense qu'on a plus le temps, mais par exemple, il y a un truc qui est vachement intéressant qu'il a fait, Favreau, c'est que quand il y a Grogu qui est avec tous les petits, là, comment il s'appelle déjà? Aslan. Les Aslan, voilà, quand il est avec tous les petits, c'est très compliqué en fait, ces scènes de foule en fait en Muppets, parce que ça doit coordonner beaucoup de marionnettistes d'un seul coup. Et donc, ils ont filmé en multipass, donc séparément, ils les ont réunis numériquement, etc. C'est vachement intéressant. Moi, j'ai jamais vu ça en fait. Je trouve qu'il aurait pu pousser un peu plus avec ce que fait par exemple le Jim Henson Creature Shop, même s'ils se sont fourvoyés dans la série Dark Crystal, mais me lancez pas là-dessus. Et donc voilà, mais il n'empêche que là il y a des trucs qui marchent. Moi je trouve que la présentation en fait de ce personnage secondaire de Splasher, moi ça marche en fait, tout ça va, etc. Je suis d'accord avec Marie, le gag où il le pousse, ça tombe complètement à plat parce que l'écriture elle est pas là, ils sont pas écrits en fait ces personnages-là. Mais moi là-dessus ça marche. Et pareil, moi la séquence avec les deux gros robots, alors évidemment elle est trop courte et tout, mais il en parle justement Favreau, et c'est ultra compliqué en fait d'inclure la conception d'une séquence comme ça dans une production actuelle hollywoodienne. Mais j'y ai réfléchi, je crois que le dernier film live à avoir un personnage en stop motion à l'intérieur, enfin en l'occurrence deux, qui prennent autant de place, c'est Conehead. Vous en voyez d'autres? T'en vois d'autres, Steph? En stop motion même? Ouais, à l'intérieur d'un film live, en fait. Mais je crois que c'est... je pense qu'il y en a quand même depuis, parce que c'était il y a 30 ans, un Conehead. Bah ouais, mais je crois que... Enfin, moi, je cherche, en fait, ça. Qu'il y a une grosse séquence comme ça? Ouais, je vais réfléchir. Mais j'en vois pas d'autres, quoi. Bon, voilà. Peut-être que
Robocop 3, c'était après. Donc, Non, c'était avant, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais, et du coup, moi, c'est vrai que ça, mine de rien, je trouve qu'il aurait dû y en avoir plus et tout. Mais je trouve que, par exemple... Là, tu parles de gros budget, hein. Ouais, bien sûr. Tu parles pas tu parles pas des films de comment ça s'appelait Full Moon ou des trucs comme ça. Non, mais Mad God. Non, mais Mad God, c'est un film d'animation, image par image, c'est complètement différent. Mais et là, il y a un truc, effectivement, moi je trouve qui marche hyper bien dans la tessiture, en fait. C'est pas juste un truc fétichiste, en fait, pour le coup. Je trouve qu'il y a un truc et c'est ce dont justement parle Favreau, c'est qu'il y a un truc, en fait, dans le rapport physique que t'as avec ces personnages-là, le fait que ce soit des robots, ça passe hyper bien, parce que comme ça fait très longtemps que t'as pas vu ça. En plus, il y a des choses faites avec Mandalorian et sur l'incrustation de ces personnages de robots qui marchent super bien en fait dans la séquence et tout. Elle est courte, c'est dommage. Mais voilà, il y a 2-3 petits trucs en fait comme ça que je sauve dans un ensemble. Après, moi, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit à côté et je conclurai en disant la chose suivante. C'est quelque chose qu'on pressentait, mais c'est hallucinant de voir à quel point le court-termisme en fait aujourd'hui, parce que moi je pense que c'est ça le problème fondamental. Ces mecs, ils ont acheté cette franchise, ils se sont dit il faut qu'on se fasse un max de pognon avec aussi rapidement que possible, et on voit aujourd'hui les effets en fait de ça. C'est-à-dire que Mandalorian, quand c'est sorti, c'était un événement. Moi je me souviens, un événement quoi. C'est pour ça qu'on a fait un épisode dessus. Et ouais, c'était un gros truc quoi. Aujourd'hui les séries elles sortent. Alors j'ai lâché aussi l'affaire et tout, mais même Skeleton Crew, même Andorre, Il y a quand même Andorre. Enfin, pour Andorre, le coup, c'est le seul truc, quoi. C'est tu celle vois, qui met tout le monde d'accord. C'est celle qui a l'air de gagner par défaut. Mais le truc, justement, là, tu vois, bon, à l'heure où on enregistre, on n'a pas vraiment les chiffres et tout, mais les tout premiers chiffres qu'on a, mais ils sont catastrophiques. Ils sont en dessous de Solo, quoi. Bon, après, ça fait quand même 3 ans, enfin, ça fait quand même 3 mois, je veux dire, qu'on te le vend comme un bide, le film. Hein. Ouais, peut-être. Mais c'est, je veux dire, là, moi, j'ai grandi dans un monde où moi je pensais que Star Wars était inoxydable en fait, en tant que franchise, en tant que IP quoi. Et te dire ces mecs-là en 10 ans, ils ont tué la poule aux œufs d'or quoi. Ouais. C'est un truc, c'est quand même et je pense qu'ils ont fait la même chose avec Marvel et tout quoi. C'est s'ils veulent être des bons capitalistes, ils le sont même pas en fait ces mecs-là parce qu'ils voient tellement, mais c'est tout avec le néolibéralisme et tout, ils voient tellement à court terme qu'ils dézinguent tout ici. Voilà, et c'est quand même sidérant quoi. Moi j'ai quand même une question pour Marie. Qui c'est qui remplace Martin Scorsese en VF là ? Eh ben je sais pas qui c'est. C'est pas Jean-Luc Godard. Je sais pas. Je sais, j'espère que c'est Gilles Lelouch. Non, je sais pas qui c'est justement. Mais ça c'est un truc. Justement, je l'ai vu. Non, mais j'ai pas. Je pense que c'est des comédiens de montage dont j'ai pas le nom, mais voilà. Ça c'est un truc de dingue Scorsese parce que moi quand ils ont annoncé ça, je me suis dit ils vont jouer forcément, ça va être forcément un personnage en animation et donc image de synthèse, image clé mais en animation. Et je me suis dit, ils vont jouer avec le truc le plus évident qui était dans les Animaniacs, par exemple, c'est les sourcils. Bah, y a quand même des sourcils. Hein. Mais non, mais moi, il faut jouer complètement avec ça. Il faut faire un truc hyper touffu. C'est super, les sourcils en anime, quoi. Et tout. Et là, il parle vite. Mais non, mais il est Scorsese doux, quoi. Enfin, c'est une bonne idée, tu vois, dans l'absolu, mais la conception du truc, elle est ni faite ni à faire, quoi. Et si je peux rajouter un tout petit dernier truc, non, mais en fait, c'est pendant le film, comme je m'ennuyais beaucoup, je me suis dit, en fait, que ça me faisait penser, que je suis allée à Disneyland récemment, et je me suis dit que ça me faisait penser tellement, c'était anecdotique, aux petites histoires qu'on te raconte quand tu fais la queue dans une attraction, et que t'as une petite mission qui est vraiment une quête secondaire en disant, ah, regarde, il y a tel et tel personnage, et tu les vois avec un tout petit caméo, où tu vois, t'as le truc de Spider-Man, où tu vois Tom Holland qui te dit, oui, il faut aller faire ça dans machin, ou le truc à côté avec Iron Man, et en fait tu vois t'as vraiment des tout petits caméos, et je me suis dit j'ai vraiment l'impression d'être devant ça, et si Star Wars au cinéma en tout cas c'est devenu ça, c'est quand même si j'ai pas un gros attachement, je trouve que c'est quand même très triste quoi. Eh bien, Le Mandalorian et Grogu, il est sorti le 20 mai, et si malgré tout ce que vous voulez, tout ce que vous venez d'entendre, vous voulez quand même le voir, n'hésitez pas. Désolé petit Grogu, il est mignon, il est si mignon. Ça pour m'énerve. Ceux qui écoutent en podcast, nous avons Grogu avec nous sur le plateau. Ça m'énerve de le trouver mignon. Ça m'énerve beaucoup de le trouver aussi mignon parce que je sais précisément pourquoi il a ce design-là, et du coup... Tombe dans le panneau et ça t'énerve de tomber dans le panneau. Mais c'est exactement ça. Ça me après, il est pas si mignon. Il nous a fait 5 doigts d'honneur depuis tout à l'heure. Regardez pas maintenant. Pendant qu'on regardait ça, c'est parce qu'il est mal élevé, c'est sa mère. Pendant qu'on regardait pas, il était comme ça et tout. C'est sa mère. C'est sa mère. Elle fait des doigts qu'à Stéphane parce qu'il me parle mal de Star Wars. Donc comment t'as parlé de l'aventure des Ewoks là ? C'est sur ces bonnes paroles que ça le temps pour un film va s'arrêter. Marie, Vesper, Julien, Stéphane, merci. Merci Clémence. Merci Clémence. Et puis évidemment, merci Jeanne à la technique.
Merci Jeanne. Et puis, merci à vous qui nous suivez en podcast et sur YouTube pour être sûr de ne pas louper les prochaines émissions. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous. Permettez-nous aussi d'atteindre les 50 000 abonnés sur YouTube. C'est toujours pas le cas et vraiment, ça nous aiderait beaucoup que vous le fassiez. Suivez-nous aussi sur Letterboxd. On a mis à jour, ça y est, Stéphane a mis à jour. J'essaye de mettre à jour chaque semaine. Notre compte Letterboxd, le réseau social dédié au cinéma. On a un compte dessus. Voilà. Et puis, pour qu'on continue à vous proposer des émissions de qualité, pour qu'on reste indépendant, eh bien, abonnez-vous avec un de nos sites partenaires, tipeee.com ou patreon.com, mot-clé Capture Mag. Vous pourrez souscrire à un don ponctuel ou à un don récurrent. Autre façon de nous aider, relayer nos contenus sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur X, Twitter, si vous y êtes encore. Parlez de nous à vos amis, les réseaux sociaux, en vrai aussi, dans les dîners, à la machine à café. Vous avez des collègues, vous avez des cousins qui ne nous connaissent pas encore et qui aiment le cinéma. Parlez de nous, on compte sur vous pour ça. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien.